Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour et je vais recevoir ici même Loïc Pietri qui a été champion du monde de judo à la fois en junior et en senior. Loïc Pietri enseigne depuis l'année dernière au Judo Club de Monaco et c'est donc un moment clé pour sa carrière, celui de cette transition entre l'aspect compétitif et l'aspect enseignement du judo. Voilà, donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo si ça vous a plu et moi je vous laisse de suite avec l'interview. Allez, c'est parti. D'abord, pour l'enregistrement, j'ai besoin que tu me donnes ton nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il te plaît. Loïc Pietri, 27 août 90. 27 août 90, à Nice, c'est ça hein? À Nice, oui. Bon, pour les statistiques, j'ai besoin du métier des parents, mais je connais déjà le métier du père. Métier de ta mère, j'ai jamais su. Ma mère, elle est fonctionnaire. Ok. Au rectorat. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme j'ai déjà interviewé le papa, j'ai déjà quelques infos. Mais il y a certains trucs à propos de la compétition que je sais pas et sur lesquels tu vas pouvoir me renseigner. Comme ton père était très au courant du judo des années 80, 90 et début 2000 et que toi tu es très au courant de l'évolution de la compétition dans les années suivantes, c'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On va revenir dans une première partie sur ton parcours et après on va surtout parler de judo en compétition, ok? Ok. Est-ce que tu peux me résumer tes meilleurs résultats en compétition dans le chronologique ou comme tu veux, ou même les meilleures performances en premier? Alors, j'ai gagné le district quand j'étais un benjamin. Non, mais je m'en rappelle parce que tu vois, c'était le premier championnat. Et pour moi, c'était la première fois que tu deviens champion de quelque chose. Et c'était important. C'est pour ça que je le dis pour rigoler. Ça t'a marqué, mais ouais. ça m'a marqué, tu vois. Ensuite, c'était Benjamin. Je sais plus si c'était Benjamin ou Poussin. Bon, je crois que c'est Benjamin les premières compètes officielles. Mais bon, bref. Après les compètes qui ont été importantes, j'ai gagné les France en KD1 et en KD2. C'était quand même fort. Et souvent, en fait, j'étais même pas favori en arrivant sur la compète. C'est pour ça que j'étais fier. Parce qu'en fait, j'ai souvent tout gagné. Mais tu vois, je vois des mecs comme Hugo Legrand, ils étaient vraiment au-dessus du lot, je trouve, chez les juniors. Genre plus doués que moi. Mais moi, j'ai tout le temps gagné la dernière année à KD au dernier moment. Tu vois, j'arrivais top au dernier moment à la fin de la saison. Donc j'étais assez fier d'avoir regardé en KD, KD1 et KD2 champion de France. En KD, je fais champion de France normal et UNSS. Les UNSS, c'était important à l'époque. Je sais pas si ça l'est toujours, mais à l'époque, voilà. Junior 2, je fais vice-champion de France. Et junior 3, je fais champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Donc c'était une belle saison, ça c'était ma première année à Paris, donc ça aussi, ça a joué sur le fait que je me suis dit bon, le haut niveau c'est pour moi, parce que bon, quand tu s'engages dans ce projet comme ça, tu fais pas ce que tu veux comme étude, tu es forcément obligé de faire STAPS ou kiné, tu vois, t'avais pas 36 000 trucs proches. Et puis même ça t'ajoute une charge mentale, c'est difficile. En senior et à 23 ans, je fais 3e aux Europes et derrière je gagne les mondes. Et la saison suivante, je fais 2e aux Europes et 3e au monde. Et la saison qui suit, je fais 3e aux Europes et 2e au championnat du monde. Et derrière, du coup, je suis sélectionné pour les Jeux. Au championnat du monde, tu as eu les 3 médailles. Tu as eu or, argent et bronze. Ouais. Et au championnat d'Europe, tu as eu l'or et le bronze. Non, l'argent et le bronze. L'argent et le bronze. J'ai pas fait champion d'Europe. Tu as fait champion d'Europe quand tu étais en junior? Mais pas par... Oui, en junior, oui. En junior, en senior, tu as fait par équipe? J'ai fait par équipe, ouais. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ta formation. Tu as été d'abord formé au Judo Club de Monaco, c'est ça? Oui. De quand à quand exactement tu es resté à Monaco? Bah, jusqu'à ce que j'ai mon bac au lycée, que ensuite je m'en aille à Paris. Tu as commencé le judo vers 6 ans, 7 ans? Ouais, 6, 7, mais après, je sais pas vraiment quand j'ai commencé parce que je traînais un peu au club, de temps en temps je faisais une séance, mais vers 7 ans vraiment, quoi, régulièrement, on va dire. Du coup, tu es resté jusqu'à 17 ans à peu près au moment d'avoir le bac? Voilà, c'est ça. Ok, et après tu es parti dans quel club? Je suis parti à Paris. À la CBB? Je suis allé à Loginis parce qu'ils avaient le club délocalisé sur Paris, quoi. Ils payaient un entraîneur là-haut pour s'occuper des mecs du club. Une sorte de dojo affilié? On était affiliés avec celui-ci en fait. Ok. Donc en gros, il avait un accord avec eux et il y avait même l'entraîneur à un moment donné qui était sur les 2 clubs. C'était un peu compliqué parfois. Mais... Ouais, et donc ça se déroulait comment exactement au niveau structurel? C'est-à-dire qu'il y avait un entraîneur sur en gros, place. on s'entraînait tout le temps à l'INSEP. Ouais. Et le mercredi soir, on allait
à Sucy, faire l'entraînement avec deux clubs du mercredi. Donc pour revenir sur le parcours, tu faisais partie des sportifs de haut niveau à ce moment-là. Donc tu étais à l'INSEP, tu avais les cours à l'INSEP. C'est ça. Les 4 premières années, j'ai été en internat. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours dans l'ordre chronologique. Donc tu as commencé le judo, disons que tu as commencé à suivre les cours régulièrement vers 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 7 ans en plus. Donc c'était les cours de ton père au judo club de Monaco. Oui. Est-ce qu'il avait des assistants qui enseignaient aux enfants? À l'époque, non, mais après il y a un autre prof qui est arrivé, on ne dit pas assistance. Ouais. Après il y a eu François qui est arrivé. François Bic, donc. Mon père m'a aussi envoyé m'entraîner à Nice, chez Nice Judo aussi à un moment donné. Ok. Chez Nice Judo, c'était qui le prof? C'était Michel Carrère. Tu as fait donc tes débuts au judo club de Monaco et ton père m'avait dit que très tôt tu vadrouillais un peu, tu prenais ton scooter dès que tu as eu le scooter. Ouais, c'est ça. Bah, c'est quand j'allais soit à Nice Judo, soit au parc, c'est le truc. Et donc tu as fait beaucoup de clubs compétitifs de la région? Bah, j'ai fait Nice Judo et le pôle quoi. Et le pôle espoir. Il y avait l'entraînement du pôle le mercredi. Puis après aussi je prenais ma mob et je montais courir à Guéraud. Et Nice Judo et le parc impérial, ça t'a apporté quoi de plus que ce que tu avais déjà vu au club au judo club de Monaco? Bah, il y avait plus d'adversité quoi déjà. Dans le vivier, quand Monaco parfois c'est un peu tendre, t'es dans les beaux quartiers, donc forcément les sports de combat, faut aller un peu ailleurs chercher. Et puis le pôle, ça regroupe tous les clubs de la région, donc forcément t'as plus de densité quoi. Donc tu trouvais des adversaires plus valeureux au pôle? Oui, et puis aussi c'était plus proche la vérité. Parce que mon père il travaillait, il était déjà à Monaco. Donc moi j'ai connu au début qu'il y avait José, et ces dernières années. C'était les dernières années de José? Ok. Ouais. Donc José et il y à avait l'arrivée. Gilles qui était déjà en fonction aussi. Mais il y avait le mercredi quand j'y allais au début, c'était José qui faisait les cours. Mais bon, moi c'est Gilles qui m'a entraîné au pôle. T'as vu une différence entre les entraînements de José et les entraînements de Gilles? Oui, José il était plus en fin de carrière, comme beaucoup de profs en fin de carrière, il était plus tranquille, plus posé. Gilles était plus à pousser. Et au niveau technique, ils enseignaient. Est-ce qu'ils montraient des mouvements techniques? La technique, pour l'essentiel, j'ai quand même appris avec mon père. Boire, vadrouiller, tout ce qui est truc, j'ai pris judo un peu, les CA, Ipponco. Enfin, j'ai suivi beaucoup les directions qui m'étaient proposées et ce qui fonctionnait en combat. Parce que, Au niveau technique, est-ce que tu as vu une évolution entre ce que tu avais vu au judo club de Monaco et ce que tu as vu quand tu es allé au pôle ou à Saint-Laurent-du-Var par exemple? Tu as vu des techniques appliquées différemment ou des stratégies différentes? Tu rencontres toujours des adversaires qui ont des manières de faire différentes, et c'est ça qui fait progresser, c'est obligé de t'adapter à tout le monde, à tous les styles de judo. Mais oui, j'ai vu des styles, mais plus dans l'opposition que dans l'apprentissage, parce que mon école de judo, c'était vraiment mon père. Donc si je comprends bien, quand les gens arrivent au pôle espoir, en réalité, ils ont tous déjà un background de judo qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre la technique. Ils ont déjà de la technique, ils ont juste besoin... Si, mais en fait, je continue à travailler avec mon père. Ok. Je continue à travailler techniquement, je continue à développer d'autres attaques. Et puis après, tu sais, ce qui a beaucoup influencé, je pense qui influence beaucoup aujourd'hui, c'est à l'époque, il y avait les DVD de John, de Koga par exemple. Et à l'époque, Sodé, je l'ai mis quelques fois quand même au niveau après. Sodé, je l'ai appris en regardant les vidéos de Koga sur les DVD. D'accord. Aujourd'hui, avec Internet, c'est encore pire. Je pense que les jeunes, parfois, ils te sortent des trucs. Ceux qui sont motivés, ceux qui ont envie d'apprendre. Qui veulent apprendre aussi. Ok. Parce qu'à l'époque, si tu étais coincé dans un petit dojo et que ton prof, il savait pas te montrer bien le mouvement, tu restais à le faire mal, Ouais. alors que maintenant, parfois, tu vois des mecs qui débarquent de n'importe où. Ils disent, t'as pris ça où? Je l'ai vu sur Internet. Donc tu as vu une évolution aussi de l'apprentissage avec les vidéos. Tu avais les DVD des maîtres japonais? Non, c'était Fighting Film à l'époque qui faisait des coffrets avec les champions. Et en gros, ils ont mis les gens qui étaient à la mode à l'époque. Maintenant, c'est vrai que ça se fait moins, ils pourraient le faire parce que je me dis des mecs comme les mecs comme Ono, tous les mecs qui ont un peu buzzé à un moment donné, ils auraient pu faire les DVD, mais à l'époque, il y avait Koga et John qui sortaient un peu du lot et ça fait vraiment leur pub parce qu'il n'y avait pas de contenu multimédia. Donc ils ont trusté le truc. Aujourd'hui, avec Internet, il y a plus de concurrence. Il y a les compiles qui vont sortir, mais il y a plein de judokas qui mettent des icônes, tout ça. À l'époque, ils ont été horribles, mais c'était très bons judokas d'ailleurs. Je pense que c'est souvent les bons judokas, en fait, c'est ceux qui ouvrent la voie à comment le judo va évoluer dans les années qui suivent. En fait, ce que je me rends compte, parce que parfois, ce qu'ils font, quand tu le regardes rétrospectivement, maintenant, c'est plus forcément... ça a plus l'effet waouh que ça avait à l'époque, mais c'était les précurseurs. Et tu penses que le judo, tel que tu l'as connu dans les années fin 90, début 2000, il n'existe plus du tout? C'est un nouveau judo qui est pratiqué? Déjà, pour des raisons qu'ils ont changé le règlement énormément. Donc oui, c'est un nouveau judo. Je pense qu'il aurait quand même évolué.
Parce que bon, c'est comme le tennis, comme tout, quand on regarde, voilà, les manières de s'entraîner évoluent, les manières d'apprendre évoluent, donc forcément, on n'arrête pas le progrès. Je pense que même un sport, ce serait pas bon qu'un sport il arrive au top enfin je veux dire qu'il puisse plus évoluer quoi. Parce qu'au final on se retrouverait avec quelque chose d'assez ennuyeux et peut-être que c'est peut-être la mort du sport derrière quoi. Je me dis le sprint, quand le record du monde il sera pas battu pendant 50 ans. Ouais. Est-ce que ça intéressera encore le sprint? Non mais on saura que l'espèce humaine, non mais j'abuse mais et là c'est pareil, ça évolue encore techniquement, ça physiquement, je trouve les gens sont beaucoup plus physiques qu'avant. Le judo aussi évolue beaucoup parce que les règlements changent très régulièrement par rapport oui, mais aux autres sports. Pas que. Il y a eu ça, mais il y a eu aussi que physiquement, le judo évolue. Par exemple, tout le monde râle pour la garde. La garde, je suis convaincu que ça serait arrivé, même si on avait laissé l'ancien règlement. Parce que les gens essaient de se bloquer. Par contre, on aurait pu faire évoluer le règlement pour rendre justement l'aspect physique du judo un peu moins important et remettre l'attaque devant. Mais il aurait fallu favoriser le tac. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi de faire plein de règles. Enfin, c'est une usine à gaz, quoi. Ouais, le règlement, c'est... On en reparlera, j'ai des questions sur le règlement. Ouais, ils ont fait un truc. On va revenir un petit peu sur ta formation. Donc, tu as été formé au Judo Club de Monaco et tu as poursuivi ta formation de compétition à la fois au pôle espoir et un petit peu au Nice Judo. Au niveau du pôle espoir, est-ce que tu avais des clubs, enfin des gens qui venaient de clubs dont tu savais qu'ils étaient plus forts que d'autres? Est-ce que tu remarquais les gens qui venaient d'un certain club? Sur le judo niçois, les grands clubs, on les connaît. Après, il y a le JN, il y a Nice Judo, il y a Saint-Laurent, il y a Cannes à l'époque qui sortait quelques mecs, il y a Monaco, voilà, quand même. Tu vois. Ouais. Mais voilà, les clubs. Après, chacun a des époques différentes, a sorti plus ou moins de mecs. À ton époque, c'était plutôt Saint-Laurent-du-Var, Nice Judo, l'OJN? Ouais, il y a la bagarre quoi, et Nice Judo et Monaco. Après Monaco, on a toujours le problème d'un peu du vivier, que c'était un endroit qui avait... C'est des beaux quartiers, c'est des sports durs le judo quand même, c'est un sport de combat, donc on a des bons judokas régulièrement, je pense qu'on a une belle école de judo, mais voilà, comme au foot, ils vont chercher les gamins dans les quartiers, dans les petits clubs, voilà. Là au judo, ça commence à être un peu pareil, donc en fait, mais bon, on arrive à former des mecs parce que par exemple cette année, au Première Div, mine de rien, on n'est pas un club semi-pro comme le JN et on a quand même 2 mecs qui sont 7e dans le club, donc on tire notre épingle. Et puis je pense que si on fait du travail de qualité sur la formation, il y a moyen d'attirer aussi des gens qui cherchent le niveau au-dessus en termes d'accompagnement. Et c'est ce que j'essaie de proposer, c'est ce que mon père essaie de proposer. Regarde, il y a eu Tizier, il y a eu Soula, il y a eu Rania. Enfin, il y a eu du monde et on voit que sur ces dernières années, sur le club formateur, on a quand même Monaco, on n'a peut-être pas de la masse sur la région, mais quand on a de la qualité, on arrive à envoyer loin. Les mecs, je pense que mon père, il a quand même une manière de transmettre où il transmet la passion, donc les gens aiment le judo et se projeter sur une carrière à Paris, c'est pas évident. Et je pense qu'on a envoyé pas mal de gens qui avaient cette envie, qui avaient eu ce rêve, qui était né en eux. Après, oui, bien sûr, il y a l'aspect financier, on a un budget, mais on n'a pas non plus un budget, je veux dire. On n'est pas au-delà de... Il y a eu longtemps on a un budget haut niveau qui est largement en dessous de plein de clubs, parce qu'on n'a pas de politique haut niveau en tant que tel. Enfin, on fait de la formation, on accompagne quelques mecs pour les jeux de pied d'état, et on essaie de faire une formation de qualité, mais au final, on commence à avoir maintenant un peu un semblant de politique haut niveau, mais à l'époque, c'était pas forcément le but non plus, et pour des raisons qu'il n'y avait pas le budget. Tu vois une vraie différence entre le judo parisien et le judo des provinces? Oui, complet. Même pas province, mais en fait c'est un peu c'est même culturel, c'est même pas que dans le judo, mais on le voit dans le judo. Dès que tu passes, dès que tu es dans le sud, vraiment, dès que tu es dans ce que les Parisiens appellent le midi, quoi. Ouais. Là, t'as un judo, je trouve qu'il a des touches un peu comme les Italiens, quoi. On essaie de faire tomber, les gens sont un peu dans le panache, ils essaient pas de gagner avec des shido. Alors que quand tu passes... Lyon ça va encore, mais dès que tu passes au-dessus de Lyon, je trouve qu'il y a plein de coachs qui t'écoutent. Ouais, monte la main, casse-le en deux. Un truc, ils cherchent que la pénalité. Et ouais, je suis fier quand même du judo du Sud, parce que quand on voit même tous les athlètes qui sont sortis du Sud, c'est des athlètes qui gagnaient en faisant tomber, quoi. Ils cherchaient pas à faire des matchs interminables ou à broyer physiquement. Enfin, le physique joue toujours. Enfin, moi, je repasse pas les choses, mais... Quand on avait discuté à Monaco la dernière fois, c'est surtout pour ça que je voulais t'interviewer, tu m'as dit un truc qui m'a fortement intéressé, que personne ne m'avait dit jusque-là. On avait parlé de l'histoire du karaté. Et je t'avais dit qu'en karaté, c'est pas comme en judo, il y a plusieurs styles. Il y a Shotokan, Shitoryu, Kyushuoshin, etc. Et tu m'as dit, et ça m'a surpris, mais en judo aussi, il y a plein de styles. Le mec, en fonction qui vient de l'Azerbaïdjan, d'Italie ou quoi, il fera pas le même judo.
Et ça m'avait beaucoup surpris. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée-là? Oui, après, bon, c'est peut-être moins marqué parce que bon, je connais les Japonais, tu vois, d'une université. Mais même au Japon, il y a des styles. Tu vas d'une université à l'autre, ils font pas du tout le judo pareil. En fait, ce qui est rigolo au Japon, c'est que comme il y a des écoles de judo vraiment où tout le monde fait pareil et les gens sont très obéissants, Ouais. c'est que moi, je suis allé d'université en université. Quand tu prends un truc, tu vas le prendre tout le temps. Par contre, quand tu mets un truc, tu vas le mettre à tout le monde. Ah ouais? Ouais, bah parce que c'est un peu Ils ont les mêmes qualités, les mêmes t'as un défauts. peu des. Non, pas tous. Après, la mentalité change au Japon. Mais tu sens quand même qu'il y a un contrôle sur la masse de judoka, quoi. Qu'il y a une école de judo, qu'il y a un style et que. Mais je pense que c'est pareil dans le monde entier, sauf que ici ça se fait un peu plus naturellement et c'est un peu moins flagrant. Mais ici aussi tu le sens. Enfin, tu vas dans des clubs, parfois il y a des styles de judo qui sortent un peu. Après, bon, faut pas te tomber trop dans ça parce que sinon tu vas prendre des mouvements si t'es un grand et que tu montes que des CE, tu vas perdre des gens. Intéressant. Est-ce que là-bas tu penses qu'ils cherchent plus à faire des copies conformes? Les profs cherchent plus à former des Non, copies non, parce que le conformes? judo japonais, franchement, c'est le meilleur au monde et il y a une variété quand même, il y a une variété. Mais par contre, j'ai remarqué quand tu passais d'une université à l'autre, il y avait des mouvements ou des manières de faire qui étaient des trucs, je sais pas, au sol, il y a un moment donné, un truc, je suis arrivé dans l'université, je l'ai mis à 1, boum, je l'ai mis 2, 3. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous un trou là-dessus. Parce qu'en fait, après, je pense que c'est la force du Japon, c'est qu'ils protègent aussi un peu leur judo. Donc, genre, ils s'entraînent entre eux, ils ont une école qui fonctionne bien. À chaque fois qu'il y a des KT, pas toutes les KT, mais il y a des KT. Enfin là, maintenant, s'ils sont revenus un peu, à un moment donné, ils ont galéré un peu à la période de Londres. Ouais. Mais depuis Inoue, quand même, c'est remonté. Mais ils arrivaient à avoir le premier national qui était quasiment tout le temps top 5 mondial, quoi. Quand ils le sortent, le mec qui prend la place, il est top 5 mondial. L'autre fois, c'était pas vraiment ça, c'est pas que du Japon. Je te parlais plus à l'international, là, c'est plus flagrant. Bah, t'as le judo du Caucase, tu vois. Avec les Géorgiens notamment qui vont aller chercher loin dans le dos, qui vont te faire des tsurigoshi assez énervés et qui ont un judo comme ça vachement envahissant, même en saisissant les triceps, en allant chercher loin derrière. Tu le vois cette tradition de lutte qu'ils ont? Ben oui, parce que leur lutte, ils ont pas de manche en fait. Ouais. Donc en gros, on le sent qu'ils vont chercher loin en fait. Je comprenais, quand tu vois leur lutte, tu comprends pourquoi ils font le judo un peu comme ça. Là, ils ont leur lutte traditionnelle là, en kimono bleu et rouge. Et tu sens et tu comprends pourquoi ils vont chercher, dans tout le Caucase d'ailleurs, ils vont vachement chercher loin au niveau des triceps souvent. Et les Russes aussi, mais les Russes ils sont plus judo et c'est plus varié, tu sens que c'est un grand pays quand même. Donc il y a aussi, je pense, plusieurs écoles, mais quand même il y a une constante quand même en Russie. Ils jouent vachement sur je te prends la manche et derrière le triceps, ils se battent pas trop sur la garde et ils vont beaucoup jouer sur comme ça ils vont mettre en mouvement. Mais après il y a différents styles. En Russie parfois t'as des mecs qui font très différents. Par contre Géorgie c'est plus marqué quand même. Ils ont quand même un judo qui se ressemble souvent. Mais ça évolue aussi petit à petit. Je t'ai dit, la mondialisation, ça arrive aussi au judo en fait. Techniquement, il y a quand même une uniformisation petit à petit. Parfois, on voit des Géorgiens qui vont faire des seuils, alors qu'avant, on n'en voyait pas du tout. Ouais, justement, tu me disais, quand on parlait de ça, tu me disais ils n'ont pas du tout le même judo. Mais quand même, les techniques sont les mêmes. C'est la manière d'exécuter, la manière d'amener les techniques, la stratégie. Qu'est-ce qui se change vraiment en fait? C'est les forces en fait, je pense que les Géorgiens, comme ils font du judo comme ça en mettant la hanche depuis tout petit, ils sont assez puissants là-dessus. Ouais. En plus, c'est une grosse souplesse de dos en étant puissant, c'est assez rare parce que généralement les gens très souples, c'est rare les gens qui sont souples et forts en fait. Et eux, souvent, ils sont un peu comme ça, à emmener les mecs dans leur dos, à laisser le partir mec à 1 km derrière, mais ils arrivent à le ramener sur leur hanche. Donc c'est leur point fort. Tu prends les Coréens par exemple, les Coréens sont pas très. Enfin, il y a tout, mais souvent ils sont très rapides, plus rapides que forts. Ils posent les mains en premier, ils font pas d'erreur sur les mains, et puis ils se déplacent vachement, et ils créent des déplacements, des ouvertures pour aller chercher des seoi. Tu vois, dans les styles majeurs, ceux qui se détachent, t'as les Japonais qui sont quand même les spécialistes souvent des Hashiwaza quand même. Ouais. Kosoto, Uchi, Kouchi, Osoto, Uchimata, Right, enfin c'est quand même souvent 2 fois sur 3. Est-ce qu'en fonction des pays ou des régions du monde, tu vois qu'il y en a qui utilisent plus les mouvements de hanche ou plus les mouvements de bras? Oui. Japon, les Hashiwaza dominent largement. Après, ils ont quand même des mecs qui font bien seuil, mais souvent c'est moroté. C'est pas trop. Il y a quelques mecs qui font aussi ippon. Quand tu sais faire moroté, tu sais faire ippon. Mais voilà, les Coréens, pareil, sur les attaques à genoux, c'était quand même eux qui dominaient. Ils étaient beaucoup à une main, on leur a interdit à un moment donné. Ça leur a fait du mal parce qu'à un moment donné, je les trouvais solides. Et ça a un peu baissé. Il y a l'Asie centrale qui arrive super vite et eux aussi, ils ont tous des luttes traditionnelles, mais ça ressemble un peu au judo géorgien au final. Le style de truc comme ça. Et tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique du Sud souvent ils sont quasiment tous bons au Newaza parce qu'il y a le jiu-jitsu brésilien ils sont tous allés au jiu-jitsu brésilien et puis même je pense que dès qu'il y a
Dès qu'il y a un style qui fonctionne, tout le monde copie le champion du pays qui gagne. Donc en fait, ils étaient quasiment tous bons. Moi, ceux que j'ai vus souvent, et les Américains, même s'ils sont pas bons debout, ils ont un niveau correct en Newaza. Et en Europe, et le Brésil, ils ont une école japonaise assez costaud à São Paulo, donc ils font quand même le judo traditionnel, les Brésiliens. Mais par contre, les Brésiliens, moi je trouve ce qui me choque, c'est. Tout le monde dit que les Japonais, ils font souple. Moi, j'ai jamais trouvé que les Japonais, ils faisaient souple en fait. Je trouvais qu'ils avaient une posture forte, ils tiennent bien droit, ils ont une belle attitude. Mais par contre, je les trouve très très durs, les Japonais en fait. Ils ont ce qu'on appelle le hara, quoi, ouais. le ventre très solide. Les distances, ils te les font respecter. Enfin, je veux dire. Alors qu'au Brésil, ils sont plus souples, tu trouves? Alors qu'au Brésil, ouais, par exemple, les gens, je trouve que. Bah, d'ailleurs, c'est un peu peut-être aussi le défaut parfois, mais je les trouve assez souples. C'est ceux qui font le judo le plus souple, je trouve vraiment le Brésil. Et même les Russes, par exemple, les Russes, tu les sens pas trop sur les mains. Moi qui ai une garde traditionnelle, c'est-à-dire que je vais aller sur une garde traditionnelle avec des Japonais, donc en fait, souvent, je me retrouvais quand tu veux revers manche avec les Japonais. C'est-à-dire que tu vas devoir te battre pour être dessous sur un gaucher tout le temps. C'est-à-dire que sur droitier, tu vas être en garde emboîtée de temps en temps. Moi, j'évite un peu la garde emboîtée parce que j'attaque quand même pas mal à gauche sur Ippon. Donc, il faut que je domine la manche pour pouvoir la lâcher quand je veux, pour aller chercher le série. Et en fait, bah ouais, sur ceux sur qui moi je trouve que à la garde c'est les plus costauds, c'est quand même les Japonais. Donc ça me fait rire quand les gens en France ils disent ouais, je fais comme les Japs, genre relâché. Ouais, je dis, t'as déjà combattu. Ils ont une vision qui date des années 40 en réalité. Ben en fait, je pense que les années 40, les Japs avaient tellement d'ascendant que c'est encore le cas dans certaines KT, hein, par exemple. Mais même non, c'est plus le cas. Ils avaient tellement l'ascendant technique qu'ils pouvaient se permettre. Bah oui, en fait. Et puis même les Français, il n'y avait pas de travail de kumikata quasiment à l'époque. Tu regardes les vidéos, poser les mains, les trucs, et puis les Européens, souvent, ils n'avaient pas une attitude comme les Japs. Les Japs, ils savaient défendre avec le hara en mettant le pied devant, en se tenant droit. Et les Européens, ils étaient beaucoup comme ça, tout ça. Sauf que maintenant, c'est de plus en plus costaud. Il y en a qui t'attrapent les triceps pour monter dans ton dos. Il y en a qui vont croiser. Il y en a de plus en plus qui croisent. C'est un judo qui s'est vachement développé. D'ailleurs, je comprends pas qu'on ait laissé autant se développer pour interdire les jambes. Les gens, ils tournent le dos tout le combat. Voilà, ils ont assoupli un peu le règlement là cette année. Enfin, assoupli. Ouais, mais ils ont rien fait sur le. T'as toujours le droit de montrer tes fesses tout le combat en garde croisée. Non, mais tu vois, c'est un peu. Mais. C'est un peu ce qu'ils ont laissé se faire. Je sais pas pourquoi ils ont laissé se développer le judo parce que je vois pas ce que. Alors pour moi, je suis pour qu'il y ait des gardes croisés, des gardes d'une main, des judos différents. Je trouve ça bien. J'aime pas qu'il y ait trop d'intervention de l'arbitrage. Mais en fait, ce qui a développé ça, c'est qu'il y a plus Tegorma en fait. Il y a plus d'attaque dans les jambes. Du coup, tu peux laisser ton pied devant et montrer tes fesses et laisser un pied traîner devant. Et le mec peut que essayer de prendre ton dos et il peut plus prendre en bas. Donc en fait. Je trouve qu'avoir supprimé les jambes, ça a fait se latéraliser le judo et ça a rendu le travail de kumikata et de puissance sur le du corps super important en fait. Ouais. Je vois moi quand j'enseigne, quand je veux que les gens y progressent, bah, parfois tu es obligé de prendre ça en considération. Tu peux pas apprendre le judo que traditionnel en fait. Parce que tu sais qu'ils vont rencontrer des gens qui vont avancer vachement leur hanche devant, qui vont tourner tout leur corps. Et donc la réglementation sur les compétitions influence même le travail du prof dans le club pour apprendre le judo. Bah ça dépend si tu fais un gros compétition, mais moi ouais, et puis même parfois il y a des judos qu'on trouve pas trop ici à Nice, et parfois je me dis bah ouais mais je sais qu'il va les rencontrer plus tard, donc faut déjà les préparer. Si jamais je pense qu'il a un niveau à faire de l'international, parfois il y a des trucs, j'anticipe un peu parce que je sais que c'est une horreur quand tu as appris à faire judo style traditionnel en te tenant droit face à ton adversaire, et que tu te retrouves avec des gens qui te tournent le dos tout le combat. Parce que c'est ce qui se passe un peu, les mecs ils posent la main, et même s'ils sont garde haute, ils tournent tout le corps et tu te retrouves face à une épaule, à une hanche en fait. Tu fais pas judo face à quelqu'un qui est face à toi. Bah regarde, tu regardes tous les Européens médaillés, ils font judo comme ça aujourd'hui. Je prends les Azéris, les Géorgiens, les trucs, ils tournent tous le dos. Ouais, non, voilà, je trouve ça dommage d'avoir. Mais bon, je suis pas le seul, hein. Enfin, il y a tout le monde qui le dit, mais bon. Je crois que l'arbitrage, c'est pas un vote démocratique, sinon ça aurait changé. En fait. Bah, l'arbitrage, on en reparlera, mais l'arbitrage a ses vices et ses vertus. Ils ont essayé à un moment de faire bien, et depuis quelques années, en fait, ils essayent juste de tenir un peu le truc, parce que quand il y avait encore les prises de jambes, ils se sont fait bouffer par les Géorgiens, justement, les Russes, les gars qui venaient de l'Est, quoi. Pas tellement. Regardez, on dit ça, non mais ça aurait peut-être pris de l'ampleur, mais pas tellement. C'est juste ça a fait se baisser le judo. Ça c'est vrai. Ça a fait se baisser le judo, il y avait des reprises courtes et les gens, comme ils voulaient pas aller s'emboîter kumikata avec les Japonais, ils fonçaient à la cheville, ils faisaient ce qu'ils appellent lui l'attaque à la cheville, quoi. Ils partaient très bas et ils faisaient des katas et ils étaient tout le temps. Mais moi justement, dans le kataguruma et le teguruma japonais qui est monté dans les kata, il est sur 2 pieds en rencontrant l'équipe, donc j'aurais juste interdit de faire kata à genoux, quoi. Parce que ça bousillait le judo, les gens ne tournaient pas le dos. Ouais.
C'est pas comme un seoi. Un seoi, tu donnes ton dos, donc même tu fais ippon seoi, tu peux le faire contrer. Un kata, c'est très difficile à contrer en fait. Le mec, tu peux même pas trop enchaîner au sol, parce que si tu commences à lâcher enchaîner, le mec, boum, il te retourne en deux temps. Donc en fait, il y a un côté en fait, où je trouve que kata, ça a fait baisser le judo. Mais c'était une évolution. On aurait pu dire, bon, on s'en fout, le judo il évolue comme ça, on change pas les règles parce qu'il y a une évolution. C'était un parti. Moi, je n'étais pas particulièrement pour, mais je sais pas si c'est pire que ce qu'ils ont fait là en fait. Ouais, et surtout, ils ont essayé de maintenir un peu le judo de compétition, surtout pour développer en fait. Pour eux, c'est une vitrine, le judo de compétition, ils font des champions, donc c'est surtout pour développer le nombre de licenciés. Mais moi, j'aurais laissé que les attaques debout, je te dis. J'aurais pas interdit tout le judo dans les jambes. Le judo dans les jambes, globalement, je trouve qu'au contraire, ça létharisé. On se retrouve avec un truc, des gardes croisés, des trucs. En gros, on se retrouve avec que des katas, les mêmes katas pourris, mais on peut plus faire kata debout, du coup. Les katas qui étaient un peu beaux, les kata gourma qui étaient un peu beaux, les tegurma qui étaient un peu beaux, esthétiques dans les jambes, les plus beaux tewaza, on les amputait. Ensuite, j'ai une vidéo de ton père où il fait justement. Ouais, kata, ouais, mais pour moi, voilà, si tu fais des katas comme ça bousille pas le judo. Mais si jamais tu vas chercher le sol à chaque fois, systématiquement, bah, à un moment donné, je veux dire, voilà, aujourd'hui, on regarde les Européens qui perfent, ils font tous kata gourma comme ça au ras du sol. Donc ils ont refait un kata gourma différent, mais c'est quand même un kata gourma avec la fesse au sol et au ras du sol. Et qui coupe souvent le combat du coup, parce que bon, quand il y en a un qui réussit, mais il y en a souvent 9 qui sont ratés. Ouais. Et après, c'est ça qui a été reproché à kata gourma, le premier qu'ils ont interdit en fait. Ça saccade le combat, tu veux dire? Ah ouais, ça saccade le combat, et puis même, c'est une manière de fuir. Dès qu'elle regarde, hop, je saute, boum, maté, on recommence, boum, maté, on recommence. C'était chiant en fait, tu te retrouvais avec des combats où les gens se tenaient penchés. En fait, c'est pas que c'est chiant, c'est qu'une sensibilité judo dans l'absolu. Enfin, c'est culturel. C'est quel type de judo on aime. Moi, quand même, je suis un peu attaché à ce qu'il y ait de la variété, mais je suis aussi attaché à ce que quand même le judo ressemble à du judo. Si on commence à se mettre des mains au sol, enfin voilà, je comprends qu'on fasse évoluer pour que ça ressemble pas à la lutte, sinon c'est vrai que ça n'a plus aucun intérêt non plus. Si jamais on est proche de la lutte et qu'on est baissé et que ça se ressemble vachement, je vois pas l'intérêt d'avoir deux sports. Bah, au début, les règlements du judo étaient très libres. Ouais. Et on s'est rendu compte que les prises qui étaient facilement efficaces, c'était des prises qui ressemblaient à la lutte. C'est pour ça que les gens se sont tournés vers ces prises-là. En réalité, pour quelqu'un qui a peu fait de judo ou peu fait de lutte, moi je le vois souvent parce que je suis dans un groupe où on fait des cours de self-défense, et tu vois que les gens, naturellement, ils font des arrachés de lutte, ils font des trucs qui ressemblent à de la lutte quand ils veulent amener un mec au sol. Et donc, quand le judo avait peu de niveau, c'était le moyen le plus rapide d'être efficace, c'était de ressembler à la lutte. Alors ils ont mis des règlements pour couper ça. Attends, mais les Japonais, ils envoyaient tout le temps les Géorgiens et les Russes sur la tête. Hein. Il y avait des attaques de lutte. Oui, il y avait. Enfin, mais il y a eu une époque où ça commençait à devenir un problème, quoi. Non, franchement, je pense surtout qu'ils se sont pris un coup. Le truc, c'est qu'ils se sont pris un coup de pression de la FIGE. Ils se sont pris un coup de pression de la FIGE. Parce que tu sais, tu peux pas enlever un truc, il y a des manches en judo. Il y a des manches. Et si t'es bon au kumikata, quelqu'un il a beau se baisser, tu vas être obligé de te baisser parce que pour pas te faire attaquer la cheville directe, mais en fait tu arriveras à l'attraper, et une fois qu'il a attrapé un lutteur, enfin moi on a déjà fait des matchs, de toute façon c'est logique, nous on s'entraîne tout le temps en kimono, tout le temps en torse nu. Tu prends un lutteur, il a beau attaquer dans les jambes, je te dis, tu l'attrapes, boum, manche revers, et il bouge plus. Tu vas le dire, tu vas lui mettre des 10 boîtes, vraiment. Faut pas croire qu'un lutteur il vient au judo, le truc ça se passe pas comme ça. Il a pas l'habitude de défendre sur le kimono aussi. Bah oui, c'est pour ça que je te dis que oui, il y a des choses de la lutte qui sont arrivées, notamment tout ce qui était à plat ventre. Mais parce que je pense qu'il y a une manière de combattre au Japon où en fait il y a des trucs qui sont pas dignes, tu vois. Se jeter trop, ça se fait pas. Mais moi je trouve ça normal, c'est un sport au final. Je veux dire, aujourd'hui, on cherche pas à apprendre à se battre entre guillemets au judo, même s'il y a une grande part de combat. Le but c'est pas de créer un. Je veux dire, Jigoro Kano, il en est revenu. Le jiu-jitsu c'était ça. Le jiu-jitsu c'était du MMA. Enfin, je veux dire, voilà. Mais Jigoro Kano il a dit on veut faire un sport éducatif. Donc il a pris ça pour faire un sport éducatif, pour exporter l'éducation à la japonaise. Mais du coup, moi ça me choque pas qu'on mette des règles pour protéger certains aspects culturels du judo, notamment le fait qu'on se tienne droit et face à son adversaire. Et ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcé. On a enlevé les jambes qui n'étaient pas forcément un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'on se tenait pas droit. Et en fait, on a laissé le judo se latéraliser, partir, et je trouve que ça a dénaturé à quoi ça ressemble. Et il n'y a pas de règlement justement pour empêcher le gars de tourner le dos? Ça existe pas? Tu dois rester pseudo-offensif, mais en fait, du coup, le mec, il y en a, ils prennent jamais revers manche une fois du combat, ils se mettent jamais face à l'adversaire, tu vois. Tu prends, regarde, des grands champions. Et attention, j'aime bien leur judo, c'est pas eux le problème. Ce qu'ils font, moi, eux, je l'interdirais pas. Mais en fait, c'est tous les mauvaises copies qu'il y a derrière. C'est genre, tu vois, Bekaori, ce qu'il fait, 90. Très costaud, mais par contre.
impossible de faire du judo classique en face. Les mecs, il se met comme ça, il s'accroche au niveau du coude, il met son coude devant, il mélange devant, il prépare son Tsurugoshi, il fait très bien. Il a un judo d'attaque, j'aime beaucoup regarder ses compiles, ses trucs et tout, ses combats. Mais moi, j'autorise. Lui, ce qu'il fait, c'est normal, c'est s'autoriser parce qu'il le fait en attaquant. Il le fait avec un aspect offensif. Mais il y en a plein qui le font en mode je crame les autres, tout ça. Et c'est là où je te dis, moi je suis pour qu'en gros on dise t'as le droit de patienter en judo, t'as le droit d'avoir un style à la japonaise, mais que si tu tiens face à ton adversaire. Je suis contre le fait que tu patientes quand tu fais pas vraiment d'attaque, que tu restes comme ça. C'est un anti-jeu, ouais. Bah ouais en fait. Et puis en fait ce qui va se passer juste, c'est qu'on va se retrouver avec que des judokas en croisé petit à petit. Si... Tu vois, c'est comme au basket les 3 points, tu vois. Non mais c'est pareil, c'est le même, mais c'est exactement la même chose, hein, c'est un sport, hein, c'est comme au basket les 3 points. Est-ce qu'on a encore envie de voir des dribbles et des gens qui vont dunker de temps en temps et un truc, c'est pareil. Moi je suis pour qu'on fasse évoluer le règlement dans le sens du show un peu parce que je trouve que c'est un beau sport le judo quand c'est pratiqué. Et là je pense qu'à Paris, tous ceux avec qui j'ai discuté qui ont regardé le judo, ils étaient contents. Ah, et les Français, bon, les Français étaient contents parce que dans le reste du monde c'était compliqué quand tu regardais les commentaires en anglais, en portugais, c'était pas le truc. Mais en fait, le judo que tu vois, il fait pas rêver, quoi. Tu regardes les combats, il n'y a pas de prise de risque, c'est un jeu d'usure sur le tunikata. Moi, j'ai pas assisté à autant de compétitions que toi, j'ai juste assisté à des compétitions au niveau régional pour le besoin de mes recherches. Et Ouais, c'est différent, le judo international il n'est pas arrivé en région. Enfin, je veux dire, il y a des... Le niveau est pas le même, on est d'accord. Mais non, mais même techniquement. Très souvent, on se fait chier quand même dans les compétitions. Parce que déjà, les compétitions de judo, c'est long, c'est pas un show. Tu pourrais faire un show, regarde la Pro League, là ils essaient, là tu arrives à garder l'attention des gens parce que c'est truc, sinon c'est comme les kermesses quoi, c'est comme le marathon. Tu vas au marathon, il y a du monde autour, il y a les familles qui viennent voir, il y a des trucs et tout, mais il y a du monde, mais le marathon, la vérité, voilà, tu vas pas être en train non voilà. Donc en fait si tu veux faire des combats qui se regardent en judo, il faut des petites équipes, il faut le combat, un format de moins d'1 heure, comme tous les sports pro quoi, entre guillemets. Donc le sport, c'est pas la priorité, je pense que, par contre c'est un sport où on sait vraiment qui est le meilleur, sur le coup. Dans ce sport. Parce qu'on est tous ensemble, justement, on se regroupe tous, il n'y a pas 36 ligues, il n'y a pas 36 ceintures, il n'y a pas de trucs, et il y a une vraie compète et une vraie concurrence. C'est pas, tu vois, par exemple... Mais c'est une grosse force du judo, effectivement. Voilà, quand tu regardes la boxe, alors la boxe pas trop, parce que maintenant ils font les combats. Non, mais de plus en plus ils regroupent les combats. Les vrais boxeurs, ils savent qui sont les meilleurs chez les pros. Ils ont les plusieurs ceintures, ils arrivent à les regrouper, ils arrivent à faire les combats quand même, quand c'est connu. Quand c'est pas connu, peut-être qu'il y a des... Je sais pas, je connais pas. C'est marginal pour la voilà, boxe. le MMA, je t'en parle pas, ils te laissent des mecs de 40 piges rester trucs, je suis sûr, tu leur mets 6 jeunes dans les pattes, ils sont éclatés, mais le public s'en rend pas compte parce qu'on les protège pour garder la... Parce que les gens, ils veulent des gens qu'on reconnaisse, des gens qui sont bankable. Au judo, on le fait pas, ça n'existe pas ça. T'as beau gagner, si t'es moins fort dans 6 mois, il faudra que tu rebattes plusieurs mecs qui ont 20 piges. Tu vois. On a parlé un petit peu de ta formation, on a parlé un peu du pôle espoir. Ce qu'on n'a pas dit, c'est le pôle espoir, en fait, c'est un organisme qui regroupe les judokas qui viennent donc de la région et qui viennent de différents clubs. On a parlé un petit peu de ces clubs, donc les clubs les plus forts en compétition, selon toi tu m'as dit donc l'Oginis, etc. Est-ce que tu penses que le pôle espoir, dans sa structure, il permet aux judokas de changer de style? Ou au contraire, il les propulse dans le style dans lequel ils sont déjà bons quand ils arrivent? Moi je trouve que le pôle espoir de Nice, parce que déjà nous on a une manière de fonctionner, c'est comme c'était un des premiers pôles espoir de France. Comme il y a une grosse culture, que les clubs ont une grosse influence aussi sur le pôle espoir, parce que c'est eux qui le font vivre, hein, faut pas truc. On a un pôle espoir qui fonctionne très très bien, mais par contre je trouve qu'on a un format assez libre quand même, dans le sens où les profs de club sont tous là à venir voir, à continuer à conseiller. Ils viennent le lundi, le mercredi, ils voient leur élève le vendredi. Donc en fait, il y a le pôle qui participe bien entendu, qui met une certaine rigueur, qui apporte la dose de randonnée qu'il faut, qui entraîne. Mais sur la technique, enfin quand les profs font le travail, quoi, eh ben, il y a quand même, je trouve, une grosse... Il y a des écoles de judo, quoi, à Nice. Il y a des écoles de judo. Ça nécessite quand même que le professeur qui a envoyé son élève au pôle espoir continue à s'investir auprès de son élève au sein du pôle espoir. Oui, de toute façon, je pense que les élèves, si le prof s'investit pas, au bout d'un moment, il part d'un club où les gens s'investissent pour lui. Enfin, c'est ce qui se passe souvent. Hein. Ouais. C'est même les profs voient, tu vois, quand ils savent qu'ils n'ont pas le temps de s'investir, ils vont se dire plutôt que garder un mec que j'ai pas le temps d'investir, que j'ai pas le temps de sortir le week-end, parce que je comprends, il y a l'impératif financier, quoi. Les gens ils doivent vivre, ils doivent manger, et en fait quand ils font déjà les compètes minimes, Benjamin, cadets, peut-être que faire des compètes juniors, seniors en plus, ils peuvent pas, sinon ils ont pas un week-end à eux, pas le truc, donc ils laissent partir dans des structures qui eux ont les moyens de faire ça et ont une structure qui apporte justement ce travail. Au niveau du pôle espoir, donc tu as les professeurs qui continuent à être en lien avec le pôle, c'est pas juste ils envoient les gens et démerde-toi avec le pôle, ils continuent à être en lien avec le pôle, mais est-ce qu'ils suivent longtemps cette formation ou est-ce qu'au bout d'un moment,
Ça dépend le club. Il y a des clubs qui essaient de le faire jusqu'au bout. Il y a des clubs, même, je te dis, voilà, le GN qui a un truc sur Paris. Il y en a qui. Ça dépend le niveau d'investissement du club. Ça dépend des budgets qu'il a pour sortir les mecs aussi. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de l'investissement des profs, parfois juste. Hein, parce que parfois, les profs ne veulent pas se faire chier. Et non, mais tu vois, si tu viens tous les lundis et tous les mercredis au pôle, que tu suis tes mecs, que tu leur donnes des conseils, que tu leur dis, il faut que tu travailles sur ça, le truc, tout ça, rien que ça, déjà. C'est un investissement énorme au niveau de temps. Bah oui. Enfin, je te dis, moi, je commence à travailler. Et parfois, tu te dis même. Je le fais que par passion. Je gagne pas mieux ma vie à faire ça. Je me battrais à faire du sport pour tous un peu plus. Ce serait plus rentable entre guillemets économiquement. Mais après, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a le plaisir aussi que tu prends dans ton métier, tout ça. Et puis même les clubs, ils veulent briller. Les présidents, ils aiment avoir un club qui font. Non mais tu vois, il y a tout un truc. Il y a un groupe de bénévoles qui sont fiers aussi de faire partie du truc. Donc ça rentre quand même en compte au final, même sur l'aspect financier dans un deuxième temps, parce que voilà. Et puis même les mairies, voilà. Enfin, le sport pour moi, on croit que le monde change, mais c'est du pain et des jeux. Hein. C'est comme chez les Romains. C'est voilà, la ville, elle veut son club de pro de handball. Il y en a une, elle veut son petit truc. Elle va avoir un petit truc qui l'a fait briller dans le sport pour dire ah bon, on a un truc nous aussi dans le sport. Ou quand quelqu'un vient, eh ben, on dit ah oui, on est fiers, on a ce club qui tourne bien, un truc. Hop. Et je pense que c'est ce que tous les clubs sportifs en général vendent. C'est ça, c'est les trucs. Et puis ça fait un petit rêve, ça crée une envie. Et puis c'est pas, il y en a qui pourraient voir ça, ouais, bah pourquoi l'État va s'investir ou pourquoi les collectivités territoriales. Moi, je vois ça comme un truc de cohésion sociale aussi. Parce que dans le sport, on voit, bah, si t'es bon, t'es bon. Enfin, je veux dire, donc il y a de tout, c'est mélangé. C'est aussi, je pense, c'est aussi important pour donner envie juste de faire du sport. Parce qu'en fait, les gens, ils vont avoir les jeux, mais derrière, ils vont avoir envie peut-être de faire du sport parce que ça les aura motivés. Ils se disent, ouais, il y a des mecs, ouais, enfin, tu les vois, ils arrivent avec leurs écouteurs, ils font pas du haut niveau, ils font même pas de la compète, mais en fait, ça va créer une dynamique autour du sport. Aux États-Unis, où la compétition, c'est pas un gros mot, contrairement à la France, les gens font plus de sport. Au Brésil, pareil, les gens adorent le sport, tout ça, c'est des trucs. Les gens vont beaucoup plus à la salle, à l'académie, faire leur petit sport. J'ai aussi vu que dans ton parcours, tu as fait donc pas mal de compétitions internationales. Donc, bon, je le rappelle pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore et qui regardent la vidéo, tu as quand même été 2 fois champion du monde, c'est pas rien. 2 fois. Non, oui, junior. Ouais, junior et senior. Junior, ouais, j'ai le truc. Est-ce que tu peux revenir justement sur le parcours qui a précédé ces 2 titres, sur les petites compétitions dont on entend peu parler, mais qui permettent quand même d'élever le niveau petit à petit jusqu'à arriver à ces échelons internationaux? Tu as fait donc le cursus classique, c'est tu fais les départementales, les régionales, les nationales. Mais entre ça, tu as aussi pas mal de compétitions interclubs, de compétitions avec l'Italie, de trucs que tu as dû faire, non? Oui, bah après, c'est l'investissement du prof qui est avec toi, quoi. Faut que tu fasses les années. C'est une montée en puissance. Tu commences tout petit. Au début, tu fais des interclubs. Ensuite, tu arrives, il y a les premiers championnats de département, d'ailleurs, qui s'appellent plus comme ça, je sais pas pourquoi. C'est ridicule, parce qu'il ne faut pas que ça soit champion 2 maintenant. Mais bon, dans les faits, ça l'est. Je suis pas au courant de ça, c'est quoi? Parce que avant, on disait champion de département, champion de région. Ouais. Et je sais pas, il y a. C'est le judo. Il y a les grands sages, oui, ça doit pas être le champion, donc ils changent le nom. C'est plus un championnat régional. Mais sauf que les enfants, ils sont fiers un peu de ça. C'est comme au classement, tu vois. Ouais. ATP. Moi, tu vois, mon premier souvenir où j'étais content, c'est qu'il y a les premiers championnats de département et je les gagne, district. C'était une compétition. Donc, pour moi, j'étais le champion du département. Et c'était important. Mais ça, tu sais, il y en a, ils ont dit oui, ça grille les gens dans la tête, ils pensent que c'est arrivé, un truc. Alors que non, pas du tout. Tu sais que t'es dans une catégorie d'âge, dans ta catégorie de poids et qu'il y a des étapes. Et ils ont levé le nom, tu vois. Donc, mais bon, moi, je trouve que c'était très bien de faire championnat de département, championnat de région, que ça fait un cursus et puis ça donne une idée du niveau. Et donc, dans le calendrier d'une année, pour un jeune, toi, tu as commencé... En gros, toutes les saisons, c'est les mêmes, hein, ça se ressemble, hein, une saison d'un judoka. Tu fais, avant, il y a district, départ, avant zone, ça change tout le temps de nom. Mais bon, on va dire départ, région, nationale. Ouais. Et entre, il y a plein de petits tournois, des labels A, des labels B, de différents niveaux. Et ce qui compte vraiment, entre guillemets, c'est les championnats officiels. Enfin, moi, j'ai été à cette école, mais c'est les championnats officiels. Les tournois, c'est pour se préparer, c'est bien de les gagner, mais voilà, ce qu'il faut, c'est gagner les championnats de France à la fin de l'année, ou ça dépend de ton niveau, les championnats de région, voilà. Mais cette vision, d'ailleurs, elle influence le niveau, parce que les gens qui ont un niveau assez haut, justement, ils se focalisent sur ces championnats-là. Ouais, mais je pense que ça, mon père, il me l'avait dit, les tournois, en fait, ça sert à rien. Enfin, si tu... c'est un sport de jour J, le judo. D'ailleurs, même ma carrière, je l'ai gérée comme ça. Tu regardes, j'ai pas mis beaucoup de médailles en grand chelem et tout, mais je m'entraînais pas pour les grands chelems.
quand j'étais les Grands Prix non plus en fait. C'était des tournois de préparation et en fait le but c'était d'être fort à ce moment-là et même au niveau de l'influx mental que tu mets, de ce que tu vas, à quel point tu vas être dedans, c'est important d'avoir des événements qui sont plus importants que d'autres. En plus, voilà, après c'est psychologique, c'est pas trembler le jour où ça arrive. Et... Ça fait quand même beaucoup de compétitions parce que, bon, je compare avec d'autres sports, mais dans d'autres sports, tu as juste les départementales, les régionales et les nationales. Ouais, mais il y a peu de sports où je pense qu'il y a le niveau du judo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire, au judo, quelqu'un qui ferait beaucoup de compétitions dans une année, il peut faire 16 compétitions, ça peut arriver. Ah ouais. Quand t'es petit, bah, c'est même chez les jeunes, c'est un peu le but, c'est d'en faire beaucoup. C'est chez les tout petits qui prennent l'habitude, qui soient justement, parce qu'on parle tout le temps de prépa mentale, mais en fait je pense que le mental il se crée aussi en prenant la confiance quand t'es petit et en prenant l'habitude d'être dans ce stress pour se connaître en fait. Si jamais tu fais pas cette compète, t'as beau être un bon judoka, le truc du jour J, je pense à un moment donné ça peut faire défaut, tu vois. T'as quoi du coup comme compétition? Donc on a parlé des grands chelems, des grands slams, on a parlé des tournois label A et tournois label B. Il y a quoi comme tournoi label A? Mais il y a tout, enfin t'as tous les niveaux, t'as des tournois, t'as des labels A, des labels, je sais plus comment ils appellent ça parce que ça change de nom tous les 2 ans, mais on s'en fout qu'en gros des tournois top français, des tournois second niveau, deuxième div. T'as pareil européen, t'as les European Cup, European Open, t'as ça. Ensuite, t'as le circuit FIGE, là c'est au-dessus. Là, tu commences, les plus petits niveaux, c'est Grand Prix, mais bon, là, ça commence quand même. Il y a un gros écart entre les deux. Grand Prix, gros écart entre quoi et quoi? Entre le niveau European Open, European Cup et Grand Prix, quoi. C'est pas les trucs. Mais Grand Prix, Grand Chelem, et puis après, bon, t'as le Master qui est le plus gros tournoi de l'année. Et alors maintenant, les jeunes, ça les fait peut-être un peu plus rêver, mais moi, les Masters, c'est pas un truc qui... Bah pareil, c'était un tournoi, quoi. Tu sais, moi, j'étais vraiment sur le championnat, fallait être champion de, donc voilà. Et après, t'as les championnats d'Europe et les championnats du monde, quoi, voilà, chaque année. Et sauf l'année des Jeux où il y a... Enfin, maintenant, ils ont mis le championnat du monde l'année des Jeux, je trouve ça débile. Tu comprends que pour quelqu'un qui, même moi qui fais des recherches sur le judo, c'est difficile de suivre les compétitions et de connaître leur niveau comparatif. Et pour quelqu'un qui est extérieur au judo, c'est pratiquement impossible. Quelqu'un qui est extérieur au judo, ouais, mais c'est pour ça que ça a fait du bien quand même la fiche, parce que ce qui est sur le circuit fiche, c'est des vrais tournois. Et puis il y a plein de types qui font, genre ils ont des résultats à mytho, j'ai gagné ça, ils passent pour des champions dans leur groupe d'amis. Oui. Alors que bon, ça c'est dans tous les sports. Dans tous les sports. Ouais. Voilà, mais tu vois, là tu veux vérifier, c'est facile, hein. Tu vas prendre, tu prends la fiche, tu regardes son palmarès sur les trucs, c'est cadré. Je t'ai dit, il y a 3, c'est pas dur, il y a 4 compètes qui comptent, allez, 5. Ouais, moi le grand chelem, le master, je trouve qu'il sert à rien, mais bon, parce que ça rajoute rien, il y a le championnat du monde déjà. Ouais. Mais t'as Grand Prix, c'est le premier niveau de tournoi, c'est très costaud, c'est comme t'as ATP, tu sais, comme au tennis en fait. C'est le modèle du tennis, hein, Il y a Grand Prix, c'est le niveau sur le truc des premiers tournois ATP, je sais plus ce qu'il y a comme niveau, mais bon voilà. Et il y a le niveau Grand Chelem, où là il y en a 4, 5 dans l'année, je sais plus combien il y en a, mais c'est les gros tournois. Et puis il y a les Europes et les mondes. Et de toute façon, quelqu'un qui est à haut niveau, un senior, qui est bon, pas un jeune, il va faire 6 compètes dans l'année, 6-7. Et en termes de calendrier, ça se présente comment? Pour moi qui suis, on va dire, novice là-dedans, les Grands Prix et les Grands Chelems, ils sont éloignés dans l'année de telle manière que le gars qui se prépare pour les championnats du monde ou les championnats d'Europe... Oui, ils essaient de faire un semblant, il y a des tournées, je crois, il y a une tournée européenne aussi pour que les fédés arrivent à assumer les billets d'avion et tout, quoi, parce que... Donc je crois qu'il y a une tournée européenne, à un moment donné une tournée asiatique, enfin ils essaient de faire en sorte que... Et puis même pour l'organisation, je pense pour la logistique, ça je connais pas, c'est pas mon domaine, mais c'est la fiche qui organise ça. Mais oui, il y a des fenêtres de tir en gros, il y a des fenêtres où ça s'enchaîne. Et il y a les European Open qui sont glissés même au milieu, au même moment. Donc si je comprends bien, un jeune qui est en junior, qui a un excellent niveau comme tu as eu, et qui voudrait faire aujourd'hui toutes les compétitions, il ferait une quinzaine de compétitions dans l'année en fait. Un junior? Ouais. Ouais, mais un junior c'est pas le même prix déjà. Il pouvait faire beaucoup de compétitions nationales. Ouais. Et un junior, non, il en ferait pas autant, je pense qu'il en ferait 10, 11, tu vois. C'est déjà pas mal. Ouais, mais il y a beaucoup de compétitions nationales. Au début, tu dois gagner ta place pour l'international quand tu es junior. Parce que c'est pas. T'as pas de ranking mondial. Enfin, tu l'as, mais je veux dire, tu vois, elle va jouer sur rien. Ça va jouer au national, tu vas prendre ta sélection et là, boum, tu vas monter dans le ranking pour jusqu'à la compète. Donc en gros, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tes labels A au début pour t'entraîner, pour reprendre la saison. Tu vas faire quoi? Tu vas faire ce qu'ils appellent tournoi excellence maintenant. Mais voilà, j'ai retrouvé le nom. Tournoi excellence. Et ils vont faire les excellences, il y en a 5-6 en France. Ils vont faire, peut-être ils vont faire 3, mais ils vont pas tous les faire non plus. Tu vas pas aller partout en France. Si tu en gagnes un, si peut-être tu as envie d'en refaire un, dès qu'ils en a gagné un, bon, tu prépares les régions. Tu fais les régions,
tu fais les départs. Bon, les départs, normalement, c'est une formalité. C'est intéressant que le tournoi Label A soit avant les régions dans le calendrier. Non, il y en a de partout. Ah ouais? Mais ça commence, je sais pas si ça commence. Oui, il y en a avant aussi. Ouais, ok. Mais parce que ça n'a aucune incidence en fait. Il y a une ranking. En gros, tu peux te qualifier aux France par les tournois ou par les championnats. Parce qu'ils ont mis ça, parce que parfois, tu sais, région, il y a 2 mecs forts. J'imagine un jeune qui va au tournoi Label A et qui se fait éclater alors qu'il pensait avoir un bon niveau. Ça arrive souvent. Ça peut arriver. Ça arrive souvent. Ça peut le mettre mal psychologiquement pour après les régions, non? Ouais. Bah, c'est pour ça que moi j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Mais déjà, je trouve que c'est important d'emmener les gens sur leur niveau et qu'ils aient les yeux en face des trous aussi. Parce que si tu as un niveau départ, tu as un niveau départ. On va viser le niveau région. La marche, ça sera ça. Ouais. Si jamais parce qu'il y en a, ils sont au niveau départ et ils rêvent d'être champion du monde. Et c'est bien de rêver, mais et après, les objectifs court terme, il faut qu'ils soient. Ouais, il faut qu'ils soient réalisables. Voilà. Ouais. Donc en fait, tu vois le niveau des gens quand ils sortent. Si jamais ils font trop de premier tour, c'est-à-dire qu'ils commencent à perdre l'habitude de perdre des combats, et bon, tu connais les sports de combat, quand tu commences à prendre l'habitude de perdre des combats, bah, c'est pas bon. Voilà. Et du coup, il vaut mieux les ramener sur le niveau en dessous, prendre la confiance, travailler techniquement, prendre la dose d'entraînement et parfois prendre le temps un peu de s'entraîner, puis repartir faire des tournois. Moi, je sais que mon père, mais après, il y en a une autre vision, parce que moi, j'étais que sur le haut niveau, lui était que sur la formation chez les jeunes, et je pense qu'il a raison, en fait, au final, on est d'accord, hein, mais lui, il sortait beaucoup les jeunes. Moi aussi, j'aime bien les sortir, mais de temps en temps, j'aime bien prendre 2 mois. T'as pas le niveau sur ce niveau de tournoi, on l'a fait, t'as fait 3, ça passe pas. Celui qui passe, peut continuer à faire des tournois, tout ça, mais ceux qui passent pas, parfois, il faut prendre 2 mois, on travaille techniquement, on met des choses en place pour un résultat différent, en fait. Changer quelques trucs techniquement, changer un truc, pour avoir un résultat différent et boum, on ressort. Mais de toute façon, il y a des trous dans le calendrier de temps en temps, il y a des 1 mois, 2 mois où il n'y a rien. Là, il y avait par exemple chez. Et ce qui est important justement, parfois les jeunes ils s'entraînent 1 semaine avant les compètes, mais ce qui est important c'est de s'entraîner dans. Bah ouais, mais en fait, t'as pas eu le niveau sur une saison, t'as terminé. Il n'y a rien qui est acté, voilà, bon, il y a du talent, il y a des trucs, bon, c'est mieux de gagner, mais. Il faut aussi expliquer pour les gens que c'est pas la même temporalité que les autres sports. Par exemple, en boxe anglaise, à haut niveau, tu t'entraînes 6 mois pour un combat. Donc, tu passes pendant 6 mois, tu passes ta vie à planifier un seul combat. Alors, en judo, vu le calendrier, qui est quand même, il est rempli. Et il faut être complet en fait. Tu peux pas travailler sur une. Parfois, tu vas le faire quand tu es très bon et que tu prends tout le temps un mec en demi sur les finales. Tu vas faire du travail sur une personne, mais c'est assez rare au final. Il faut être complet sur droitier, complet sur gaucher, et il faut être capable de s'adapter parce que tu sais jamais qui va prendre un tirage au sort, alors qu'à la boxe, tu fais beaucoup de stratégies. Et d'ailleurs, si on savait qui on va prendre à la compète, forcément, alors ça, c'est le cas parfois, hein, quand tu es ultra favori, tu sais que dans les demi-finales, tu es emmené à reprendre ces personnes. Mais sinon, du travail individuel sur une personne, bah, tu vas en faire peu, tu vas trouver des choses qui te gênent en fait. Parfois, tu vas trouver un nouvel adversaire. En regardant ton palmarès, j'ai regardé que tu as souvent combattu un mec avec un nom imprononçable, Chirikishvili, un Géorgien. Ouais. Et tu as à la fois gagné et perdu. Tu te préparais spécialement pour oui, ces combats-là? Oui. À un moment donné, bah, de toute façon, en fait, moi, de base, je m'entraîne comme ça. Tu vas à l'entraînement, tu tombes sur quelqu'un, tu n'arrives pas à t'exprimer parce que son kumikata te gêne ou qu'il te fait tomber sur une attaque. Pour moi, c'est juste, si tu veux faire du haut niveau, c'est juste pas acceptable en fait. Ça veut pas dire que ta séance est foutue, que tu dois t'énerver quand tu tombes à l'entraînement et tout, mais ça veut dire que s'il y a une faille dans ce que tu fais, il faut la corriger et vite en fait. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. C'est pas en faisant des entraînements, c'est en étant des entraînements mais actifs. Les judokas, ils doivent être le plus complet possible. C'est exactement l'inverse de la boxe anglaise. En boxe anglaise, on essaye de faire des matchs qui soient le plus favorables possible. C'est-à-dire, tu as un certain style de boxe, tu vas prendre le mec qui a non, le mais nous, style ça peut arriver. Hein. Parfois, tu vas simplifier le match au max. Tu peux mettre une stratégie de match, mais en fait, ta stratégie, il faut l'avoir travaillé de manière globale avant. Et après, oui, tu vas voir le combat, le prochain que tu prends. Ah tiens, c'est un gaucher qui prend le relais, il monte la main comme ça. Ok, il faut que tu lui gaules la manche avant, le truc, il faut que tu sois rigoureux sur ça à chaque reprise. Ça peut arriver d'avoir une stratégie. Enfin, on a des stratégies de match, mais en fait, tu es obligé d'en avoir, t'es obligé d'être complet en fait. Ouais, t'es obligé. Tu peux pas travailler que sur gaucher pendant 6 mois parce que tu vas prendre un gaucher. Et oui, tu serais meilleur hein, si tu fais ça. Mais seulement, tu sais pas si tu vas prendre qu'un gaucher, ce truc. Mais par contre, tu dois être capable de. Voilà, il y a un gaucher avec une garde basse, je sais le gérer. Un gaucher avec une garde haute, je sais le gérer. Un droitier avec une garde haute. Et ça, il y a plein de judokas qui le font pas en fait. Et je pense que ça a été un de mes atouts aussi parce que bon, il y a du talent, j'avais ce qu'il fallait, je pense. Bon, il y avait une génétique, une part de génétique aussi, il faut quand même être costaud. Mais ce qui fait la différence, moi, j'ai des combats des combats perdus contre des gens qui étaient au pôle avec moi, j'en ai plein en fait. J'étais pas particulièrement. Je pense pas que quelqu'un qui m'ait vu petit, il se disait ouais, il va faire une carrière internationale. Parce que en fait, par contre, dès qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas ou que je trouvais pas une solution, moi ça me travaille. Je sors de l'entraînement, je suis tombé, je me suis pris des trucs sur quelqu'un.
Je me dis merde, pourquoi je suis trompé? Bah, j'avais peut-être le petit trop avancé, j'ai des trucs là, et je vais aller le chercher, je vais le reprendre. Si jamais c'est pas passé, je vais le reprendre. Il suffit pas de prendre quelqu'un de fort aussi, parce que t'en vois, ils vont prendre quelqu'un, ils vont servir de punching ball. Non, faut se prendre en faisant quelque chose de différent. Tu vas pas progresser parce que tu reprends le même truc. Bon, alors, parfois, si tu vas trouver des choses juste en combattant, juste en ayant la rage au ventre, tu vas trouver des solutions. En reprenant, en étant acharné. Mais parfois, faut quand même un peu réfléchir en sortant d'entraînement. Autant je suis pas pour réfléchir pendant le combat, mais en sortant d'entraînement, on réfléchit à ce qu'on n'a pas fait. Ça nécessite quand même une maturité d'esprit qui est, surtout pour les jeunes, qui est pas très répandue. Faut être honnête. Je m'en rends compte là que je commence à entraîner. Ouais. Parce que là, je commence à entraîner et parfois, enfin, je fais vraiment, je trouve des ressources de patience en moi parce que non, je te jure, parce que parfois j'arrive, tu lui dis prends ça en premier, prends ça, déplace-toi vers là et attaque un peu là-dessus. Tu vois, il fait pas un entraînement, tu le répètes 2, 3, 4, 5, 6 fois, tu arrives à la compète, boum, il pire comme ça. Tu lui dis bon, tu comptes m'écouter et à la fin, pas jusqu'à même des fois, il y a des jeunes, je leur dis bon, tu t'en fous de ce que je te dis en fait ou parfois il faut les faire bégayer parce qu'ils font pas exprès en fait. Ils font pas exprès en fait, ils retournent sur ce qui les conforte. Mais en fait, ce qui te conforte te fait perdre. donc en fait, il y en a, ils sont dans. En fait, je vois beaucoup de gens qui sont dans des cul-de-sac techniques et psychologiques en fait où ils se rassurent d'un truc, ils restent dedans. Parce que ça les rassure qu'ils arrivent. Parfois, il y en a qui arrivent à sécuriser, il y en a même pas, tu sais pas pourquoi ils le font. C'est exactement la même chose en boxe anglaise et en boxe thaï, enfin en boxe pied-point. C'est exactement pareil. Oui. Mais de toute façon, je pense que tous les sports de combat, tous les sports d'opposition, même pas de combat, c'est des jeux d'échecs. Et puis t'as un truc, c'est une théorie pas au jeu d'échecs mais au jeu de Go, t'as l'avantage du point de vue externe, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit la partie. Ce que tu dis, c'est vrai là, le truc du jeu de Go là, c'est que en fait, regarder de l'extérieur, c'est facile. J'engueule jamais pour la compète parce que quand t'as un défense compète, c'est trop tard en fait. Tu vas lui dire de se battre, tu sais que tu peux pas lui expliquer un truc complexe pendant la compète. Il peut pas changer des réflexes pendant la compète. Donc en fait, tu as le truc, tu vas lui dire bon, vas-y, on va travailler ça. Moi, je te parle du manque de. Je te parle sur l'entraînement, vraiment du manque de. Ouais, donc pendant la compète, tu peux faire que de petits ajustements. Tu joues même pas sur ça. Pendant la compète, franchement, tu joues que sur des psychologiques. Tu lui dis, allez, vas-y, c'est parti, tu peux le faire, tu craques pas, tu le mets dans des conditions où il a une petite montée d'adrénaline. Tu essaies de le voir, s'il est trop stressé, si tu le calmes, tu le relâches. Je vois que souvent, j'ai regardé un peu les compétitions ici, bon, c'est un petit niveau par rapport au niveau international, mais je vois quand même les profs. Pendant les compétitions, enfin les coachs qui sont sur la chaise, ils donnent quand même des conseils techniques. Ils leur disent fais plutôt comme ça. Mais ce que tu as travaillé, ce que tu as déjà travaillé en fait. Ouais, tu as compris. Si tu vois qu'il y a un défaut pour un truc, tu vas. Enfin, moi, tu vois, par exemple, je te dis, ce week-end, j'avais une fille, je savais qu'il fallait qu'elle attrape la manche en premier. Mais quand je lui disais de le faire à l'entraînement, elle le faisait pas. Elle arrivait, elle a pris quelqu'un qui, elle, était une fille qui était rugueuse sur la manche. Elle a commencé à vouloir croiser, elle avait la manche attrapée, du coup, elle arrivait sur l'épaule. Elle n'arrivait pas à croiser, elle était bloquée, je voyais qu'elle commençait à craquer dans la tête. Mais en fait, je sais que je peux pas lui dire prendre la manche à ce moment-là. C'est trop tard, elle l'a pas fait, elle n'a pas le truc, elle va pas prendre un truc en compète, là où c'est le plus dur, où tu as le niveau de position qui est le plus truc. Donc en gros, là je lui disais vas-y, tire-la toi, essaie de monter avant, des choses, et c'est ça, où tu sais, elle avait une attaque en prise de garde qui l'a mis en danger 2 fois, je lui dis refais. En fait, tu vas plus axer sur quelque chose que tu as vu qu'il faisait, qui marchait, ou lui rappeler de faire un truc, pour moi un bon coaching c'est ça. Et tu dois connaître ce dont est capable ton athlète. Ça, je savais qu'elle n'était pas capable de faire, elle n'a pas été capable de faire en randonnée, tu vois, tu connais ton athlète. Mais enfin, moi je vois ça comme ça en tout cas. Et tu vois, quelqu'un, pareil, il y a une fille par exemple, je me rends compte que tu vois, elle a des longs bras, elle laisse son bras devant, elle se fait gauler. Je lui dis d'attraper la manche, mais en fait, quand elle va pour attraper la manche, elle se fait gauler elle la manche. Et ça, en fait, je lui dis, mais faut que, en fait, en même temps que tu vas là, faut que tu recules. Ouais, tu retires l'autre main. Voilà. Et en fait, ils le font pas, il y en a. Et ils se rendent pas compte qu'ils le font pas. Et ils se rendent pas compte qu'ils peuvent faire ça. Tu vois, c'est terrible, mais. Il y a un truc dont tu m'as parlé quand on a parlé de ta formation, c'est des vidéos. Tu m'as dit que tu regardais pas mal de vidéos, des DVD, des trucs comme ça. Est-ce que ça se fait encore, ça? Ou est-ce que les jeunes d'eux-mêmes, ils regardent sur YouTube quand ils sont un peu motivés? Ouais, mais en fait, les jeunes, ils font tous une erreur, ils regardent que le spectaculaire. Et ils regardent le spectaculaire, ils regardent pas des gens qui ont les qualités physiques proches d'eux, tu vois. Ils vont aller te regarder Ono, sauf qu'Ono, il est court sur pattes, souple, puissant, un truc de dingue. Et en fait, parfois, tu vois le mec, truc, tu te dis, mais pourquoi, tu vois. Ouais, pourquoi tu regardes celui-là, c'est pas du tout ton profil. Voilà, ça, tu seras jamais, t'as rien en commun avec lui, tu vois. Parfois, tu lui dis, regarde, lui, ouais, il est peut-être pas aussi connu que Ono, mais il est dans le top 5 mondial, il met régulièrement des médailles, et je pense qu'il a un profil que tu peux plus copier. Et en fait, souvent, les jeunes, ils vont aussi aller regarder que l'attaque. Ils vont pas regarder la préparation d'attaque, ils vont souvent être sur le spectaculaire, en fait.
les jeunes. Ils veulent s'abri. Bah, de toute façon, bon, je pense qu'on est tous comme ça, jeunes. Ils ont un visionnage en fait qui est pas pédagogique. Ils ont un visionnage détente, c'est du divertissement. Pour eux, ils regardent les. Non, mais ouais, c'est en fait l'effet waouh, c'est stylé. Je vais le faire. Voilà. C'est comme ça souvent qu'ils font et il y a, je trouve et quand ils regardent, hein, parce qu'il y en a. Moi, je préfère quelqu'un qui regarde et qui imite mal et qui va les trucs que quelqu'un qui regarde rien, qui s'intéresse à rien, parce que t'en as. Hein. Parfois, t'as des gens doués qui s'intéressent à rien, qui regardent pas. T'as pas l'impression qu'ils sont en train de réfléchir à leur judo. T'as pas l'impression que c'est que de l'émotion, tu vois. C'est je perds, je suis triste, je gagne, je suis content. Mais en fait, il n'y a pas d'analyse de pourquoi j'ai perdu, pour le truc. Et c'est le plus important en fait, parce que le fait que tu sois triste, c'est normal. Tout le monde est triste après avoir perdu, ça fait partie du jeu, mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu vas mettre en place derrière, l'analyse que tu vas avoir de comment tu as perdu et qu'est-ce que tu mets en place. Et en fait, moi, c'est ça aussi où je suis content au judo, c'est là où je trouve mon plaisir, j'aime beaucoup m'entraîner pour ça. Parce que quand j'ai senti que j'ai trouvé la faille, là, c'est là que je vais appuyer et que je vais me dire « Ah, ça y est, j'ai compris ce qui se passait ». Ça nécessite quand même effectivement une certaine lucidité sur soi-même, une certaine mentalité. Vu la jeunesse, bon, je vais pas faire mon vieux con, mais c'est difficile pour les jeunes. Ouais, mais au final, c'est ça. Mais après, il y en a qui écoutent, qui sont très scolaires, je me rends compte. Ouais. Et comme, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais j'ai un vécu au niveau, et je vois un peu le profil qu'ils ont et qu'ils écoutent, t'arrives à les faire progresser. Mais par contre, j'essaie quand même de leur faire comprendre ce qu'ils font, pour déjà leur donner en plus ce plaisir de faire du judo, parce que je pense que si tu prends pas du plaisir à évoluer, à travailler, à repousser le truc, tu vas arrêter au bout d'un moment, tu vois. C'est comme dans tous les métiers, je pense. Si jamais t'as pas le plaisir à voir ce qui se fait de nouveau, à capter l'erreur que t'as fait, à faire partie du processus de réflexion. Alors il y en a qui n'ont pas besoin, hein. Il y en a vraiment, tu leur dirais fais ça, truc, ils t'écoutent religieusement. Non mais alors t'arrives vite à progresser, mais après par contre parfois t'as besoin d'indications qu'ils n'arrivent pas à te donner. Ouais, je vois. Tu vois. Mais surtout, le truc qui est difficile, je pense, pour un jeune qui a une grosse lacune ou un gros truc sur lequel il doit progresser, c'est de se remettre en question. C'est de se dire, il y a un truc que je fais pas bien. Ça nécessite quand même une certaine lucidité. Oui, mais tu vois, ça, j'ai pas mal insisté dessus. Je pense que c'est très important. C'est très important parce que des ânes battés qui sont prêts à foncer, à s'entraîner 3 fois par jour, à faire des pompes, des tractions, à répéter un mouvement, il y en a plein en fait. Mais des gens qui réfléchissent pour bien travailler, justement, ton temps il n'est pas extensible en judo, tu as une charge d'entraînement que tu peux manger dans la semaine, tu ne pourras pas faire plus que plus en fait. Il y aura des limites à ce que tu es capable de faire. Et en fait, ces limites, si tu travailles pas bien, si tu n'es pas intelligent, tu vas les gaspiller en fait. Tu vas faire c'est l'utilisation optimale de l'énergie. Ouais, voilà. Je t'ai beaucoup parlé de ça, de l'adaptation, c'est super important. Mais il y a quand même un truc qui est plus important, qui est au-dessus. Et c'est vraiment, je pense, dans mon sport, c'est vraiment l'envie de gagner, quoi. L'envie de gagner, l'envie de se battre, d'aller au combat, d'autres trucs. Parce qu'en fait, même si t'es pas malin, si tu te bats, si tu cherches à faire tomber, tu vas trouver des choses. En fait, le cerveau, il est bien fait, en fait. C'est comme ton corps, il va s'adapter tout seul. Si t'aimes pas tomber, si t'as le truc, tu vas le faire tout seul, ce travail, en fait. Et après, oui, de temps en temps, quand il y a un truc qui bloque, si tu sais pas t'arrêter, regarder, dire putain, attends, là, je mets toute la rage que j'ai au ventre, je m'entraîne dur, et ça passe toujours pas. Donc en fait là c'est que t'es bête en fait. Et c'est le troisième parce qu'il y en a plein qui butent ça dessus, mais en fait il y en a plein ils ont même pas le premier en fait. Il y en a plein à l'entraînement, ils s'entraînent plus dur une semaine avant que 3 semaines avant en fait. Ou un mois ou 2 mois avant des jeunes. Tu vois je veux dire, en gros ils se motivent quand l'événement arrive. Mais en fait c'est un truc de tous les jours. Faut se battre tous les jours. Tous les jours, truc, ça veut pas dire que tu vas faire à fond, mais c'est à dire tous les jours tu es en train d'essayer de te surpasser. Ça, c'est quand même une constante sur les mecs qui réussissent, je trouve. Tu penses que les gars qui ont vraiment la gagne et qui ont l'envie de gagner, ils sont forcément plus forts? Oui, mais après, ça se traduit pas forcément par 1 million d'attaques. C'est de la détermination, en fait. C'est vraiment de la détermination. C'est de la détermination et de la régularité, en fait. La constance dans la volonté, en fait. La constance dans la volonté, c'est le plus important. Et avoir de la volonté, quoi. On va pas… si on va à l'entraînement et qu'on est là tranquille, Après, maintenant, tu es prof au Judo Club de Monaco. Ouais. Donc, tu es passé de l'autre côté du miroir, comme on dit chez nous. Ouais. Tu as la double casquette. Tu vois bien que tu as à la fois des gens qui viennent s'entraîner en loisir. Donc, bon, eux, ils font du judo. Tu leur apprends le judo, un point, c'est tout. Tu as des gens qui viennent vraiment pour de la compétition, qui ont un potentiel, etc., que tu essayes de mettre à éveil. Et entre les deux, tu as souvent une zone de flou. T'as des gens, s'ils se donnaient un peu les moyens, peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose. Mais alors moi, je suis pas du tout à forcer les gens à vendre du rêve. C'est un sport amateur, je leur dis la vérité. Il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner et si t'en gagnes, c'est vraiment que t'es très très fort, donc c'est très incertain comme projet.
Tu peux quand même faire tes études en même temps et t'entraîner, avoir un niveau honorable, voire faire des médailles aux premières div en ayant un job et tout, c'est pas impossible. Mais si tu as été formé avant, hein, pas si tu commences à 20 ans. Encore que, il y en a, parfois il y a des catés où on voit des trucs. Mais bon, bref. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a un décalage entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Ou ce qu'ils pensent vouloir. C'est parce qu'il y en a, ils vont te dire, tu écoutes, ah ouais, j'ai envie d'être champion du monde. Mec, dis pas n'importe quoi, tu vois. Non mais tu vois, dis pas n'importe quoi. Ce que tu fais en termes d'investissement, c'est bien pour aller chercher une médaille au départ, tu vois. Si moi le mec il me dit, ben moi je veux faire mes études après, là le pôle c'est pour m'amuser, pour essayer d'être le meilleur compétiteur possible. Et parfois les mecs comme ça ils sont plus sérieux que des mecs. Moi j'accompagne au niveau qu'on truc, je vais pas amener le truc. Mais par contre quand il y a quelqu'un qui a un niveau, je pense qu'il y a un potentiel là, qui me dit qu'il veut, et que ce qu'il me fournit c'est ça, bah là oui je vais lui dire, il y a un moment donné je vais lui dire mec t'as pas... Après des fois il faut juste leur sortir les doigts du cul, mais c'est vrai que... Ouais mais ça moi je me bats, mais en fait quand j'ai l'impression que parfois ça m'arrive d'avoir l'impression d'être plus motivé que certains jeunes, je veux bien que je suis entraîneur et que bon ça porte son nom, c'est à toi d'être un peu locomotive parfois, mais non tu vois, moi je leur apprends à être leur propre locomotive, je sais pas moi de les tirer, je vais au truc, je vais leur dire s'il y a un écart entre leurs objectifs et ce qu'ils font. Mais en plus je suis pas quelqu'un qui... Enfin je pense pas être quelqu'un qui demande sur la charge d'entraînement des choses démentielles. C'est vraiment de l'investissement, tu comprends? C'est vraiment la manière d'aborder le combat, le truc. Au judo tu as 6-7 combats à faire par jour. Ben, quand tu les fais à 100%. T'es pas en train de discuter, faire une ronde, revenir faire 3 tours autour du tapis, le truc ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas rigoler de temps en temps. Hein. Je veux dire, on peut faire un sourire, on peut se marrer, se faire une grosse baston, un truc, et être sérieux, truc. Mais on est concentré quand on commence. Quand ça commence, boum. Ça veut pas dire que quand on met un hippon, on peut pas faire un sourire à l'adversaire, le truc, on se relève et il y a de la bagarre. Tu te rends bien compte maintenant que tu es passé de l'autre côté du miroir que cette philosophie est très 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 difficile à retrouver. C'est celle que tu as eue toi un peu naturellement et un peu par ton père. Je pense qu'à l'époque, les gens avaient plus de discipline en général. Je sens pareil vouloir faire le vieux con, mais je pense qu'à l'époque, quand il fallait apprendre un métier, truc, les gens, ils étaient plus... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens, les jeunes, il y en a plein, ils veulent briller, mais ils se rendent pas compte de ce que ça implique. Et après, il y a aussi un niveau de maturité. Je pense que j'ai été comme ça aussi à un moment donné. C'est que quand tu as 15 ans, voilà, t'as pas la même vision à 30 ans et c'est normal. Et aujourd'hui, il faut être mature rapidement en fait pour faire du niveau. Si jamais tu es immature, il y a un moment donné, ça va pêcher. Ou alors, il faut être très très bien drivé, mais ça nécessite des structures. Ouais, mais combien de temps? Le truc, c'est que, tu vois, c'est épuisant pour un coach. C'est épuisant pour un coach d'accompagner quelqu'un jusqu'à ce qu'il prenne la maturité, sachant qu'il y a des gens qui ne deviennent jamais matures. Faut aussi le garder. Non mais c'est une possibilité, tu vois. Donc à un moment donné, c'est à quel point tu t'uses, et parce que tu as tout à faire tourner, tu vois, tu as quand même les cours à faire pour les petits, tu as des trucs, ça t'use mentalement. À quel point tu vas mettre de l'intention sur quelqu'un qui est pas pro en fait, qui va pas être pro, qui va pas gagner cette maturité. C'est ça un peu la difficulté que je rencontre actuellement en descendant du niveau. Il y a une grosse charge mentale pour les entraîneurs. Ouais. Ben c'est ça, c'est grosse charge mentale quand tu as quelqu'un d'immature à entraîner ou que tu as l'impression qu'il s'engage pas mais qui a du talent, tu te dis. Après c'est un peu le problème en judo, c'est que les gosses commencent maintenant très très tôt, à 3 ans tu vois des gosses dans les clubs de judo. Si tu as un gosse, bon à 3 ans tu verras pas s'il va devenir champion du monde ou pas, mais imaginons qu'à 11-12 ans il commence à montrer des facilités. Putain, il y a encore du chemin jusqu'à 18-19 ans quand même. Ah ouais, mais... Et puis même quand 20 ans, tu me dis 18-19 ans, même jusqu'à la médaille, c'est une vie. Hein. C'est une vie. Mais encore une fois, on a la chance d'être un sport où il n'y a pas une charge d'entraînement qui est démentielle. Tu vois, je crois, par exemple, ceux qui s'entraînent le plus, oui, bon, c'est costaud. Mais ceux qui s'entraînent le plus... Non, mais je dis ça, mais en fait, on s'habitue à se faire mal, en fait. La vérité, c'est qu'on s'habitue à se faire mal. C'est que les gens, ils viennent une fois, ils disent, vous êtes fous de faire ça. Mais je vois par rapport à des sports chorégraphiques comme la GRS, des sports comme ça, où il reste des 5 heures. Non mais ça n'a rien à voir, il reste des 5 heures à s'entraîner d'affilée. Nous, ce que tu peux donner, tu vas le donner 1h30, allez 2 heures grand max, tu vois. Même... Ouais, c'est un peu un sprinter et un coureur de marathon, l'intensité. Ouais, bah, sprint, c'est le sport le plus facile au monde, ça. On le dit pas, mais c'est la vérité, tu vois. Enfin, ce qui est dur, c'est que tu es face à un chrono et que tu pourras rien faire parce que si génétiquement t'es pas gaulé pour, et ben tu vas buter et tu auras beau t'entraîner. Je suis pas sûr que ce soit le sport le plus facile au monde, mais ok. Si, franchement, c'est pourquoi les sports explosifs c'est le plus facile. Parce que, franchement, en plus, quand tu es judoka, tu t'entraînes un peu tout. Parfois, tu vas travailler sur de l'explosif, L'explosif, c'est le plus facile à faire. Ce qui est dur, moi, je regarde les marathoniens, les mecs comme ça, eux, ils se massacrent dans la tête. Mais justement, c'est parce que tu es judoka, parce que ton effort,
de combat. On est un sport aérobie. Ouais. On est un sport aérobie. Bah oui, on est un sport dominant aérobie, on se fait des matchs de 9 minutes, c'est de la PMA. Non, je te jure, les sports les plus faciles, et pas dire, je les ai vus s'entraîner. Les mecs. Les sports les plus simples, c'est ceux explosifs, parce qu'en fait, faire du 6x3, faire des séries courtes en muscu, c'est pas dur. C'est pas dur. À un moment, t'es cramé vite par contre. Je veux dire, à 24 ans, 25 ans, si t'as pas atteint le truc, tu sais que, bon, à moins que les mecs se font charger, les mecs, ils atteindront pas leur max. C'est des sports, ils sont relativement faciles. Ils vont travailler un peu la technique, ils vont faire du chichi, des trucs au sol, des trucs et tout. Mais la vérité, c'est que leur progression, elle va faire ça. Hop, et ça va atteindre un palier qu'ils pourront pas baser parce que génétiquement le truc. Et qu'en fait, c'est dur de faire ça. Mais il y en a plein qui vont le faire. Mais ceux qui voient qu'ils peuvent atteindre le palier, ils vont continuer, ils vont se motiver. Les autres, petit à petit, ils vont arrêter. Les athlètes qui voient qu'ils truc, ils arrêtent vite. Ils savent que quand tu es à tant de centièmes de secondes du meilleur, des records mondiaux, tu le feras jamais. Donc en fait, ils arrêtent vite. Et c'est des sports durs psychologiquement parce que tu es face à un chrono. Mais franchement, c'est pas les sports les plus durs. Les sports les plus durs, tu compares la lutte, le judo, la boxe, tous les sports ou trucs. C'est pas. Et encore. Vraiment, la lutte et le judo, je les mets dans les sports difficiles, vraiment. Même le foot, tu les regardes, tu les vois, les parois, ils suivent les footeux pendant une semaine. Les trucs. Le foot, ils font des entraînements d'une demi-heure, 1 heure le matin. Ils font les matchs tous les week-ends, ils ont beaucoup de matchs. Mais c'est pas non plus démentiel. Ouais, c'est ce que je te dis, le judo, c'est quand même assez difficile comme sport. C'est pas... dur, mais c'est pas long. C'est pas très très long en fait. Ouais. T'as 2 heures. Non, mais parce que les sports les plus durs, pour moi, alors les gens ils vont rigoler parce que tu vois, le sport de combat, les judokas, ils ont les doigts abîmés. Mais pour moi, les sports les plus durs, les plus prenants, c'est faire danseuse étoile, c'est faire GRS, c'est faire gym. Ouais, les gens se rendent pas compte pour la danse classique et pour la gym par exemple, ça détruit le corps 10 fois plus que le judo. Ça détruit le corps, t'es tout le temps à la salle, parce qu'en plus tu répètes un mouvement, donc c'est court. Donc tu restes tout le temps un truc. Mais en plus, c'est pas un sport comme le sprint où tu vas répéter un mouvement court et en fait, si jamais quand t'as donné, si tu fais plus, tu vas régresser en fait. Donc tu peux pas faire plus même en sprint, ça serait débile. C'est pas qu'ils s'entraînent pas dur, c'est qu'en fait ils s'entraînent comme il faut s'entraîner pour être bon sprint. Et au contraire, quelqu'un qui fait de la... Moi j'allais pas vendre le judo, hein. Je te dis vraiment, les sports les plus durs je trouve, c'est ça, c'est les danses, les trucs que tu peux répéter des milliers de fois, où il faut répéter des milliers de fois. C'est pas assez dur pour que ça t'emmène... En fait, tu peux faire des heures entières, tu peux répéter, mais tu dois rester à la salle tout le temps. Ça, c'est les sports les plus durs. Enfin, moi, c'est mon point de vue, tu vois. Je les ai vus, hein, j'ai vu tout le monde à l'INSEP. Quand tu vois les petites GR, non, c'est de l'esclavagisme. Non, vraiment. Je couperais peut-être ce passage. non, mais bon, okay. C'est des beaux sports, c'est magnifique. Je suis admiratif. Attention, mais... Ouais, c'est une méthode. Bon, c'est aussi pour ça que ça détruit le corps, parce que les articulations, elles sont pas faites pour répéter des centaines de milliers de fois. Parce qu'on dit des milliers de fois, mais en fait, même en judo, tu répètes les mouvements plusieurs milliers de fois. Oui, mais tous les sports au niveau détruisent. Tous les sports au niveau détruisent. Et de toute façon, même, j'allais te dire, dans l'absolu, le corps se détruit. Tu vois, ouais, mais le sport de haut niveau participe quand même pas mal à certains trucs. Ouais, mais en fait, au final, tu regardes, hein, vraiment, tu regardes quelqu'un qui a fait, moi, voilà. Je me compare à mes potes qui n'ont pas fait, vraiment, alors ceux qui n'ont pas du tout fait, par exemple, je sais pas, les gens de Val-de-Blore, de ma génération, qui n'ont pas fait, et les gens qui ont fait le pôle, qui ont fait un peu de haut niveau. Je vois pas de différence notable de forme. Non, mais je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, les mecs... Mais t'as 30 ans. Les petites biasses. Ouais, mais les mecs de mon âge, ils ont tous des petites biasses. Moi, je suis encore affûté. Moi, j'ai un peu plus mal au dos le matin. Ouais, bah, je regarde dans mes potes trucs, ils ont tous mal au dos aussi parce qu'ils font pas de sport. Non, mais tu vois le délire. Donc, en fait, ce que t'as gagné un peu en masse musculaire, aussi en cardiovasculaire, ce truc, tout ça, oui, t'as perdu peut-être un peu en cartilage osseux, t'as les articulations un peu abîmées, mais elles sont plus stables aussi, tu vois. Donc, en fait, je te dis, pris dans une main dans l'autre, de toute façon tout le monde va vieillir. Et moi je compare à mes potes qui n'ont pas fait 15 ans de haut niveau, je te dis, il y en a ils sont détruits, des trucs, et je vois pas de différence notable franchement. Mais j'aimerais bien, il faudrait faire une étude, hein, voir si on vieillit moins bien. Je sais, il y en a certainement, mais je pense que sous certains aspects, oui, cartilage c'est sûr, parce qu'on utilise notre capital, tout ce qui est cartilage, tout ce qui est arthrose. On se retrouve à avoir des cartilages abîmés tôt, donc ils s'usent plus vite après. Mais par contre, il y a certains aspects où je pense que... Tu as parlé d'un truc tout à l'heure qui m'a... Après, pour faire les études, il faut enlever les gens qui sont dopés aussi. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Tu as parlé d'un truc tout à l'heure qui m'a un peu marqué. Tu as parlé de gens chargés. Comment tu sais au judo si quelqu'un est chargé? Tu le sens en compétition? Bon, de toute façon, dans tous les sports, je pense que de temps en temps, il y en a.
Ouais. Dans le judo, c'est loin d'être systématique, enfin j'ose espérer, parce qu'on n'est jamais sûr, bah, tu vois, c'est la question. Le judo, c'est pas un sport professionnel à proprement parler, mais il y a des gens qui en vivent au niveau international, Oui, des gens oui. qui prennent des sponsors, Bah etc. après, tu vois, je veux pas accuser des gens, ou je vais pas te citer des pays ou des trucs, parce que... Sans même parler de pays ou de gens, est-ce que quand tu fais la compétition avec quelqu'un, quand tu combats avec quelqu'un, Oui, il y a des gens, tu sens vraiment... Oui, il y a des gens, tu sens d'un coup, ils ont pris de la force, qui n'est pas normal. C'est pas normal de prendre de la force comme ça à l'âge adulte. Il y a des gens aussi, en fait, tu vois, quand tu rentres sur un combat, tu vois, les Japonais, il y en a, ils ont beau être horribles, ils sont pas en train de te mettre un coup de physique tout le long. Ouais. Tu vois, je veux dire, ils te contrôlent et après, ils essaient de t'aligner leur technique de truc. Il y a des mecs qui sont là, boum, ils font lâcher, boum, ils montent la main, boum, ils font lâcher, boum, ils font la main. Tu fais ça, tu essaies de le faire toi, au bout de 3 minutes, Ouais, t'en peux plus. t'en peux plus. Et il y a des mecs qui te font ça pendant 8 minutes. Comment tu peux t'en rendre compte en étant judoka? Tu vois un mec à une compétition, tu le revois 6 mois plus tard, il a pris 12 kilos de muscle ou il aurait changé de catégorie, c'est pas possible. Non, c'est pas forcément le fait de... Parce qu'il y a des gens, ils font des gros régimes, donc en fait, quand ils changent de caté, ils montent d'un coup. Alors oui, parfois, il y a une prise de masse musculaire, je veux dire, le mec qui me change de caté, qui prend 15 kilos, tu prends pas 15 kilos. Ouais, non, ça c'est impossible. Voilà, truc. Mais disons 3-4 kilos de muscle, ça peut arriver en étant chargé. Si, ouais, mais tu les prends sur le long terme, mais au début, t'es gros en fait. Le mec qui monte, il change, au début, il est gros un peu. Ouais. Tu vas pas être à 7% de masse grasse avec 15 kilos de plus, tu vois. Faut expliquer un peu pour les gens qui comprennent pas, c'est que en fait, il y a un taux de masse grasse naturel que chacun a et c'est difficile de le changer. Faut beaucoup d'entraînement. Moi, je suis monté en 90 à un moment donné et j'étais à 89. 90, je suis monté, j'étais gras. 91, j'étais très gras. J'arrivais à monter, mais dès que je m'entraînais dur, du coup, je perdais le gras parce que le judo, c'est quand même des sports longs et j'arrivais pas à les prendre les derniers kilos. Et ben, tu vois, les mecs qui chargent, ils montent à 96, 97, ils prennent des stéroïdes. Les mecs, c'est comme s'ils refont une puberté en fait. Et ça, il y en a, tu te rends compte, il y en a tout un pays qui est d'un coup qui est bœuf. On a les mêmes salles de muscu, on a les mêmes, tu vois. Et tu veux pas dire, mais il y en a qui trichent. Il y en a, on le sait. Et puis, c'est pour ça que je te dis, je voulais pas viser un pays ou des personnes en particulier, parce qu'en fait, il y a des pays où, tu vois, où ça gagne 200 € par mois, où c'est la galère, où les jeunes, c'est des trucs. Et je pense qu'en plus, il y a des pays aussi où ça a été institutionnalisé à certaines périodes, et presque, ils pensent que tout le monde le fait, en fait. Tu vois quelqu'un aussi qui change, tu sais, on connaît c'est facile de tu vas voir quelqu'un qui prend des max, qui augmente ses max d'un coup à l'âge adulte. C'est que tu peux pas augmenter tes max au développé couché, que tu t'entraînes, tout ça, de 30-40 kilos d'un coup à la vie. Donc ces gens-là, s'il y en avait, tu les vois, tu les captes. Et dans le judo français, ça, je te le garantis, s'il y en a, c'est marginal et c'est des individualités qui le font et des trucs. Je pense pas qu'il y ait un dopage systématique et sinon ils l'ont bien caché s'ils l'ont fait, tu vois, parce que c'est un truc que j'aime pas et j'aurais été mauvais, tu vois. Non, vrai, tu vois, en plus dans les catés de poids, on a tous un rapport poids-puissance qui est à peu près égal, tu vois. C'est des sports catés de poids, t'as envie d'avoir un meilleur rapport puissance, va descendre caté, tu vois. Non mais j'abuse, si vraiment tu veux jouer que sur ça, fais ça. Non mais c'est vrai. C'est aujourd'hui, voilà, le rapport poids puissance des gens, ce que tu gagnes en rapport poids puissance, tu le perds en allonge. Ou inversement, tu vois. Je veux dire, tu peux pas avoir de l'allonge, être puissant, avoir tout, tu vois. Et les Japonais, pareil. Les Japonais, je pense pas qu'il y ait un dopage, que ça soit courant le dopage au Japon. Pourtant, c'est encore les meilleurs. C'est encore les meilleurs. Bon, on a changé le règlement plusieurs fois à leur avantage, mais c'est encore les meilleurs. C'est encore les meilleurs et de loin. Donc en fait, tu vois, ça montre que quand même en judo, l'aspect stratégique fait que t'es pas obligé de te charger pour réussir. Loin de là. Et je pense que le dopage est largement minoritaire quand même dans le judo. Mais bon, tu sais, ils le payeront, hein. C'est triste au final. Hein. C'est des jeunes c'est des victimes. Hein. C'est des jeunes qui gagnent pas bien leur vie dans des pays où c'est dur. Ils sont prêts à tout pour réussir. Ils vont faire ça, mais tu vas voir. Enfin, il y en a déjà eu, hein, mais il y a des arrêts cardiaques, des trucs comme ça. Tu vas en avoir et les mecs, ils vont le payer. Et tu vois, bon, je le dis sans véhémence parce que je sais que c'est mal vu de dire que dans un sport, de parler de dopage comme ça ouvertement dans un sport, parce que c'est le truc, moi je m'en fous, je me suis pas chargé, donc je peux te le dire droit dans les yeux, et j'en parle. Mais il y a tous ceux qui se chargent de l'EPU et des trucs comme ça, ils en veulent aux gens qui le disent, tu vois. Ouais. Et puis même, je pense pas que les fédérations aiment trop, tu vois. Mais moi je pense qu'il vaut mieux en parler, ça en revient que le judo, je te dis, c'est un sport que je trouve magnifique, et je pense qu'il y a encore plein de gens pas chargés qui perfent à l'international. Mais à un moment donné, je pense que ne pas en parler, c'est pas le défendre. C'est pour ça que je me permets d'en parler à un moment donné, parce que puis même quand t'es athlète, t'en as marre. Et à un moment donné, quand t'es athlète, tu te crèves le cul, tu vois que tu vieillis aussi, parce que tu vois, quand je voyais que je commence à vieillir, et les mecs ils vieillissaient pas, tu vois. Dernière question du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire au tour entraîneur de dans 20 ans?
Maintenant, tu viens de commencer à entraîner au Judo Club de Monaco. Qu'est-ce que tu te dirais comme conseil dans 20 ans? Je peux pas te donner un conseil sans expérience. Je sais pas, à mon avis, c'est moi dans 20 ans qui me donne. Tu sais, j'ai conscience en fait. Je pense pas que ça sera. C'est pas à moi de donner un conseil à moi dans 20 ans. Je pense au contraire, je vais me calmer parce que je pense que quand t'es jeune, t'es vachement sur la perf. T'es vachement dans essayer de construire, essayer de faire monter les choses. Voilà. Et puis après, je pense que t'es de plus en plus sur l'humain et je le vois là déjà, j'ai baissé d'un cran. J'étais que sur du technique, enfin pas de la technique pure, j'étais que sur du technique à résoudre des problèmes en fait. J'étais que sur de la perf, voilà. J'étais que sur de la perf et j'aime toujours ça, attention. Hein. J'adore et je pense que c'est même là que j'ai développé des compétences et que j'ai apporté et que c'est normal d'être comme ça quand t'es jeune. Mais là, je sens que petit à petit, je prends de plus en plus à cœur aussi parfois mon rôle d'éducateur et qu'il y a autre chose. Ouais, voilà, il y a. En arrivant au Judo Club de Monaco en tant qu'entraîneur, tu as découvert peut-être ou redécouvert l'aspect humain du judo? Ah ouais, complet. Bah tu sais, c'est beaucoup, il y a beaucoup de bénévoles qui font vivre le club. Tu redécouvres aussi les motivations des gens, tu vois, parce qu'entre 20 et 30 ans, les gens ils veulent construire leur vie. Tu te rends compte qu'après, les gens ils cherchent autre chose. Ils cherchent une famille, ils cherchent des endroits où rigoler. Et en fait, tu sais, moi, on se rend pas compte, mais on est enfermé dans l'INSEP, dans une bulle, avec que des gens qui sont en plus le haut niveau, franchement, les gens les plus sympas que j'ai trouvés dans le niveau, enfin les plus, pas sympas, mais qui pensaient aux autres, qui étaient humainement souvent c'était pas des sportifs en fait, souvent c'était les journalistes qui étaient sympas, comme ça, les docteurs, c'était plus ces gens-là que j'ai trouvé qui étaient dans l'humain. Et le reste, tout le monde est dans la perf, tout le monde dans la perf. Et on se rend pas compte que c'est pas le monde normal. Parce que, non mais sauf qu'en fait, on est comme ça, c'est un peu comme, je sais pas, je pense qu'il y a un peu peut-être la même ambiance dans un endroit où il y a que des gens qui font que de la vente, tu vois, que du marketing, qui sont que sur leur perf, ou dans le trading, tu vois, les traders qui étaient comme ça à l'époque, mais je pense que c'est des endroits comme ça un peu où les gens ils sont fermés. Alors, c'est des gens courageux, il y a plein de qualités, hein, je vais pas te vendre que les défauts, les sportifs de nuit, ils ont des qualités aussi. C'est des gens courageux, battants, résilients, mais il y a ce côté un peu, chacun pense à sa gueule, et de toute façon, c'est tellement dur en fait d'être bon à ce niveau qu'en fait, tu es obligé de penser à ta gueule. Tu peux pas t'éparpiller, penser aux autres, à ce qui est à côté. Tu es obligé d'être focus sur ton projet. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point le monde normal est différent, tu vois. J'ai l'impression d'être atterri sur Mars. Tu vois, je vois les motivations des gens. En fait, parfois, je comprends pas pourquoi les gens font des choses actuellement. Tu vois, mes potes dans le niveau, je sais pourquoi ils font les choses. Je comprends ce qu'il y a dans leur tête. Je sais où ils veulent en venir. Et je me rends compte qu'il y a des gens, en fait, comme les feuilles ils sont dans le vent, ils se laissent guider là où la vie les emmène, et ils cherchent parfois des trucs simples, et parfois, en fait, t'apprends aussi, parce que j'apprends, tu t'apprends aussi de ça, en fait, tu redescends un peu, c'est une autre vie, mais bon, dans l'absolu, tu vois, moi, d'un point de vue philosophique, je suis matérialiste, tu vois, je crois pas à la vie après la mort, je crois pas à ces choses-là. Donc en fait, que ce soit leur point de vue ou le mien, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, tu vois. C'est juste comment on veut vivre sa vie, tu vois. Mais il y en a, je suis étonné de voir des gens comme ils veulent vivre leur vie, en fait, actuellement. Tu te rends compte peut-être que le sport, il a une multiplicité de rôles dans la vie des gens que tu n'imagines pas quand tu es focus sur la compète et la performance. C'est exactement ça. T'as résumé, tu l'as mieux dit que moi. Moi, je te l'ai dit avec tout ce que ça génère comme perturbation en moi en ce moment. Moi, je dois l'écrire pour ma thèse en ce moment. Donc... Oui, voilà. Voilà, Bon, merci en tous les cas pour cette interview.